Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de la section neuropsychopharmacologie de la FPBN. Alors, c'est une section, vous le savez peut-être, que j'ai le plaisir de co-animer avec Antoine Irondi du CHU de Toulouse, qui a dû finalement renoncer à sa présence, à sa participation à ce webinaire en raison de contraintes par ailleurs. Et comme vous l'avez compris, donc notre thématique d'aujourd'hui concerne les psychédéliques. Alors, nous avons théoriquement le plaisir d'avoir avec nous pour la modération le professeur Luc Mallet, qui pour l'instant a des soucis de connexion pour nous rejoindre. Nous verrons s'il peut être parmi nous au fur de ce webinaire, de nous rejoindre. Nous allons voir comment les choses évoluent. Alors, je présente quand même rapidement Luc, s'il a la possibilité de nous rejoindre, mais vous le connaissez déjà sans doute. Il est professeur des universités, praticien hospitalier, et donc il exerce pour ses fonctions hospitalières universitaires à Henri Mondor, à l'hôpital Albert Chenévrier. Et par ailleurs, il est chercheur au sein de l'équipe neurophysiologie des comportements répétitifs, donc à l'ICM, à l'Institut du cerveau de la moelle à Paris. Alors, donc nous verrons encore une fois si Luc peut nous rejoindre. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va enchaîner tout de suite pour parler de la thématique du jour et puis surtout parler de nos intervenants. Alors, vous avez vu le titre qui a été choisi, Triper pour guérir, donc mécanisme et effets psychédéliques et apparentés dissociatifs. On a la chance d'avoir trois intervenants de grande qualité pour ces thématiques, Lucie Berkovic, Hugo Botteman et Bruno Roméo. Je vais les présenter rapidement et puis donc nous enchaînerons ensuite sur leur présentation. Donc Lucie, donc, tu es psychiatre, actuellement en postdoctorat à l'université de Yale aux États-Unis dans le laboratoire d'Alan Antisevich, et antérieurement tu as été chef de clinique au service hospitalo-universitaire de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Bruno, lui, est PH donc, au département d'addictologie et de psy de l'hôpital Paul Brousse, et il est membre également de l'équipe Psychomad du professeur Benyamina. Enfin, Hugo, donc, tu es psychiatre à l'hôpital, à la Pitié-Salpêtrière, et tu fais également des recherches à côté en sciences cognitives à l'Institut du cerveau et en philosophie à Sorbonne Université. Donc voilà pour ces présentations. Je vous propose qu'on commence d'emblée sur le vif du sujet. Vous êtes les spécialistes sur le domaine des psychédéliques, et donc je laisse sans plus tarder la place à Lucie pour la première présentation. Merci à tous les trois par avance. Merci Hervé pour cette présentation et pour me donner l'opportunité de parler des mécanismes d'action de la psilocybine et de la kétamine. Alors, donc, je vais commencer d'abord par des généralités. Alors, qu'est-ce que c'est que la psilocybine, puisque tout le monde n'est pas forcément familier avec ce nom un peu barbare. Donc, en fait, c'est le principe actif des champignons hallucinogènes que vous voyez là sur cette image, qu'on peut éventuellement trouver dans la forêt si on a un peu de chance. Ça fait partie de la famille des tritanines, et le principal mécanisme d'action de cette molécule, c'est qu'elle va activer les récepteurs sérotoninergiques, et notamment les récepteurs 5-HT2A du cerveau. C'est une molécule qui a une durée d'action d'environ 4 à 6 heures après ingestion, et qui est en fait bien connue et utilisée depuis très longtemps, notamment en Amérique latine, à des fins rituelles, et qui a été ensuite, je dirais, redécouverte par le monde occidental à travers Albert Hofmann, qui est par ailleurs la personne qui avait découvert le LSD et qui arrive à synthétiser pour la première fois en 1958 cette molécule qui a donc ses propriétés hallucinogènes. Il y a plusieurs expérimentations et une période où en fait cette molécule va être utilisée, même à l'hôpital Sainte-Anne, et notamment par Jean Delay, dans un cadre expérimental et avec des essais thérapeutiques. Et puis ensuite, ça va être abandonné avec la prohibition en 1966. Et on observe là, depuis à peu près une vingtaine d'années, un regain d'intérêt pour cette molécule avec des études fondamentales et des études cliniques, on va y revenir. La kétamine maintenant, il s'agit d'un agent anesthésiant qui a aussi des propriétés analgésiques, donc antalgiques, et qui a été par la suite assez rapidement repéré par les usagers pour être utilisé dans des contextes festifs. On va voir pour quelles raisons. C'est une molécule qui a été synthétisée en 1962, qui existe qui a deux énantiomères, la R-kétamine et la S-kétamine, et ses effets pharmacologiques, c'est d'être antagoniste de récepteurs glutamatergiques qu'on appelle les récepteurs NMDA. Pour le coup, la durée d'action est bien plus courte que celle de la psilocybine, avec une durée d'environ 45 minutes. Et puis, de façon assez récente, l'eskétamine, donc l'énantiomère S, a reçu l'AMM dans le traitement de la dépression résistante sous forme intranasale. Et donc, on l'utilise en fait en pratique clinique maintenant pour aider les patients qui ont des symptômes dépressifs.
quels sont les effets de ces molécules? Alors, la psilocybine d'abord, tout le monde a un peu entendu parler de l'effet hallucinogène des champignons hallucinogènes, comme leur nom l'indique, mais en fait, ce qui apparaît en premier, c'est surtout un sentiment de détente, de bien-être, avec parfois même des fous rires. Et c'est plutôt dans un second temps où quand les personnes vont essayer de fixer des éléments de l'environnement que vont apparaître les phénomènes perceptifs. Alors, il s'agit le plus souvent de distorsions avec l'impression que l'environnement respire, se met à avoir comme ce qu'on voit quand il fait chaud, je crois que c'est d'actualité en France en ce moment, mais des espèces de volutes un peu ou des déformations de l'environnement. À des fortes doses, il peut y avoir des phénomènes véritablement hallucinatoires. Et puis, ce qui est aussi couramment décrit par les usagers, c'est des phénomènes de synesthésie, c'est-à-dire la possibilité, par exemple, quand on écoute de la musique, d'avoir des visions qui vont suivre la musique, des couleurs ou des choses comme ça. Donc, un lien qui va se faire entre différents sens. Quand on est sous l'emprise de la psilocybine, il existe aussi une altération du sens du temps et de l'espace. Et puis, une des raisons également pour lesquelles la psilocybine est beaucoup appréciée par les psychonautes, c'est que ça peut donner lieu à une expérience mystique et spirituelle, avec vraiment parfois un vécu transcendantal qui peut être très intense, qui peut même vraiment changer le rapport des gens au monde et leur vie spirituelle. Et un dernier effet, c'est celui de la dissolution de l'ego, c'est-à-dire la sensation de finalement se fondre dans l'environnement, d'être en communion avec le monde extérieur, de ne plus vraiment avoir de limites. Et c'est décrit par les usagers comme quelque chose de très apaisant, en fait. Voilà. La kétamine a des effets en fait qui sont assez différents, et l'effet principal est celui c'est un effet dissociatif, c'est-à-dire que les personnes vont se sentir à distance du monde extérieur, avec des phénomènes de déréalisation, de dépersonnalisation. C'est une molécule qui apporte aussi des émotions positives, un sentiment d'euphorie, un sentiment de détente, de relâchement, et puis à des doses plus intenses et de façon un peu plus variable à travers les individus. Il peut également y avoir des altérations perceptives avec des modifications au niveau de la sensualité, de la perception des couleurs, des formes. Ce sont des molécules qui, globalement, sont bien tolérées lorsqu'elles ont été explorées dans un cadre contrôlé, donc d'essais cliniques ou d'études médicales. On observe essentiellement une accélération du rythme cardiaque, une augmentation de la tension artérielle. Ça peut aussi donner des nausées, surtout la psilocybine, ce qui peut être assez inconfortable. Et puis, les personnes peuvent ressentir une anxiété transitoire, notamment du fait de ces effets subjectifs. Alors, on va essayer maintenant de comprendre comment ça marche en allant des récepteurs jusqu'au fonctionnement cérébral et d'essayer de faire le lien un petit peu entre ces effets pharmacologiques et les effets subjectifs que je viens de décrire. Parce que ces molécules, elles nous donnent vraiment une opportunité qui est assez fascinante, qui est celle de comprendre à partir d'un récepteur quel va être l'effet de l'activation ou de l'antagonisation de ce récepteur et comment ça se traduit au niveau comportemental. Donc, on a vu qu'elles agissaient sur des récepteurs un peu différents, mais en fait, la voie finale commune et certains effets vont être en fait communs. En particulier, on va observer une activation des neurones pyramidaux de la couche 5 du cortex. Donc, ce sont des neurones qui ont comme particularité d'avoir un très long axone. Et on va voir qu'ils ont une fonction qui est assez essentielle. Ça va augmenter la transmission glutamatergique. Alors, ça peut être un peu contre-intuitif pour la kétamine, puisque j'ai dit que c'était un antagoniste des récepteurs glutamatergiques, mais en fait, elle va venir antagoniser et donc inhiber des neurones qui sont eux-mêmes inhibiteurs. Donc, en fait, il y a une levée d'inhibition, et ce qu'on va observer, c'est plutôt une augmentation de la transmission glutamatergique. Pour la psilocybine, c'est un effet qui est plus direct et qui est simplement la conséquence de l'activation des récepteurs à la sérotonine. Alors, en neuroimagerie, quand on regarde l'activité cérébrale, ce qu'on va observer, c'est qu'il y a des changements d'activité dans certaines régions, et en particulier dans la région de l'amygdale, qui est une structure qui s'occupe du traitement émotionnel. Et la conséquence comportementale de ces changements d'activité amygdalienne, c'est qu'il va y avoir un biais vers les émotions positives. Donc, par exemple, ce qu'on voit sur le graphe à droite, c'est que sous psilocybine, le graphe vraiment tout à droite, on a une barre bleue qui est bien plus grande, et on voit qu'elle dénote. En fait, ça montre que la psilocybine diminue la capacité à détecter les émotions négatives, et les gens classifient en positif des choses qui sont en fait habituellement considérées comme des stimuli négatifs. Donc, c'est le cas pour différents types de stimuli. Puis, on a la même chose avec la kétamine, avec une moindre sensibilité aux émotions négatives. Au niveau maintenant plus général de la connectique cérébrale, il va y avoir également de nouveaux équilibres, avec en particulier des changements de la connectivité à l'état de repos, donc quand on ne fait rien.
Ce qu'on sait, c'est que quand on fait des tâches particulières, on a certaines régions cérébrales qui vont s'activer pour faire telle chose. Mais il y a aussi des réseaux qui s'activent quand on ne fait rien et que simplement on divague. Et habituellement, il y a une anticorrélation entre l'activation de ces réseaux de repos et l'activation des réseaux dédiés à des tâches. Donc, le réseau de repos s'appelle le Default Mode Network, DMN, et TPN, ça veut dire Task Positive Network, donc c'est les réseaux qui sont associés à des tâches. Et cette anticorrélation, elle permet de basculer d'un état de repos, on est centré plutôt sur soi, à un état où on est focalisé sur l'extérieur. Et ce qu'on observe sous kétamine et sous psilocybine, c'est qu'il y a moins d'anticorrélation entre ces deux réseaux. Autrement dit, on va avoir peut-être moins de capacité à s'investir dans une tâche parce qu'on va être un peu parasité par notre préoccupation interne. C'est ce qu'on observe sous kétamine et c'est ce qu'on voit sur l'image de droite avec, je ne sais pas du tout si on voit ma souris, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que l'activation de certains réseaux qu'on voit tout en haut, elle est plus forte sous placebo quand on fait une tâche et elle l'est moins sous kétamine, donc il y a moins de recrutement de ces réseaux dédiés à des tâches. Et juste en dessous, on voit que par contre, quand on est au repos, il y a aussi moins d'hyperactivation du réseau de repos. Donc, ça a été corrélé à une baisse de performance et aussi à des symptômes négatifs qui sont présentés par des usagers qui prennent de la kétamine. Pour ce qui est de la psilocybine, alors il y a un peu moins d'études, mais ce qu'on peut imaginer, c'est que ça peut participer peut-être au sentiment d'unité avec le monde ou du sentiment de perte un peu de limite, puisque si finalement on mélange notre vie interne et notre focalisation sur le monde extérieur, peut-être qu'on se met à confondre un petit peu les deux. Et puis la moindre activation du réseau par défaut pourrait aussi favoriser la mise à distance des ruminations, puisque quand on rumine, on est un peu trop focalisé sur soi. Pour la psilocybine et pour les autres psychédéliques d'ailleurs, comme le LSD, on observe un autre phénomène qui est la diminution de la connectivité dans les aires associatives. Donc les aires associatives sont les aires qui sont dédiées à des cognitions de haut niveau. Et donc, on va avoir moins de capacité à avoir du contrôle exécutif ou à opérer des raisonnements. Et en revanche, il y a une augmentation de la connectivité dans les aires sensorielles, donc avec probablement ce retentissement sur la perception et une amplification du ressenti perceptif, voire des hallucinations. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on observe sous kétamine, où au contraire, il y a plutôt une hyperconnectivité au niveau du cortex préfrontal. Et cette hyperconnectivité, on va voir que c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, au lieu d'améliorer les performances, parfois ça peut avoir en fait comme conséquence plutôt de bloquer la capacité à traiter des nouvelles informations. Alors, je reviens à des choses peut-être un peu plus générales sur le fonctionnement cérébral pour qu'on puisse faire le lien entre ce qui se passe, ce qu'on vient de voir en termes de neuroimagerie et les effets subjectifs de ces molécules. Ce qu'on sait maintenant depuis quelques temps, c'est que le cerveau, il ne fonctionne pas de manière passive par rapport aux entrées sensorielles, par rapport aux perceptions, mais en fait, il va combiner ce qu'on connaît du monde auparavant avec les entrées sensorielles. Par exemple, ce qu'on voit sur l'image de droite, vous avez ces deux bus, et a priori, le bus d'en haut vous paraît plus grand que le bus d'en bas. Or, ils font exactement la même taille, mais la raison pour laquelle vous le percevez comme plus grand, c'est que l'image donne l'impression qu'il est plus loin. Or, ce qu'on sait, c'est que quand quelque chose est plus loin, on le voit plus petit, il apparaît plus petit, donc on va calculer en fait la taille d'un objet au gré de la distance à laquelle on estime que cet objet se trouve de nous. Et ça, c'est simplement pour illustrer qu'en permanence, notre cerveau, il fait des calculs pour essayer d'interpréter le monde extérieur, parce que un objet d'une taille donnée, il y a plusieurs interprétations possibles. En fait, on peut imaginer que c'est un gros objet qui est loin ou un petit objet qui est proche, et pour faire la part des choses, on a besoin de l'avoir peut-être touché avant, de savoir à peu près quelle taille il fait. Et cette combinatoire entre les entrées sensorielles et les connaissances que l'on a du monde, elle passe aussi par des circuits cérébraux et par des flux d'informations. Donc, les informations sensorielles, elles partent des zones sensorielles et elles remontent vers les zones cérébrales de haut niveau, alors que les attentes et les connaissances que l'on a a priori, elles vont plutôt descendre des zones de haut niveau pour aller contraindre l'activation des zones sensorielles. Et ça, c'est porté par de l'activité cérébrale qui va avoir une certaine fréquence, et on peut mesurer comment les molécules, elles modifient l'activité cérébrale qui va avoir cette fréquence donnée. Et ce qu'on voit, c'est que la psilocybine et la kétamine, elles vont diminuer les informations descendantes. Donc, elles vont diminuer un peu les prédictions, la façon dont nos connaissances vont venir s'appliquer à notre perception. Pour la kétamine, il y a un phénomène en plus qui est que ça augmente les informations remontantes. Donc, a priori, ça augmente la part de l'entrée sensorielle brute dans notre perception.
Et ça a été montré aussi bien avec ces bandes de fréquences qu'avec des mesures de connectivité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ce que ça signifie, c'est qu'on va probablement avoir moins d'influence de nos prédictions sur notre perception. Et donc, ça va rendre le monde peut-être plus ambigu, parce que si on a moins de connaissances a priori, c'est peut-être plus difficile de faire la part des choses entre est-ce que cet objet est petit et près, ou est-ce qu'il est loin et grand. Et donc, ça peut entraîner des effets et ce qu'on voit par exemple sous psilocybine, on a l'impression que des choses deviennent très grosses ou très petites, ne plus savoir par exemple interpréter la lumière qui fait des reflets sur des feuilles. Enfin, on est beaucoup plus en difficulté finalement pour comprendre le monde extérieur, et ça peut même donner des perceptions instables, et peut-être que c'est ça qui joue un rôle dans les illusions de mouvement qu'il y a lorsqu'on prend de la psilocybine. À une échelle un peu plus grande, le fait d'avoir moins de contraintes comme ça sur nos perceptions, ça peut ça peut permettre une plus grande flexibilité mentale, et on va voir que ça peut avoir un rôle dans les effets thérapeutiques. Le cerveau joue aussi un rôle de filtre des informations, parce qu'en fait, on a plein d'informations sensorielles et il faut trier ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Et une des régions cérébrales qui s'occupe de ça, c'est le thalamus. Et la kétamine, elle modifie l'activité du thalamus et sa connectivité avec d'autres aires cérébrales. Donc, elle pourrait modifier finalement la capacité du cerveau et de sa structure en particulier à filtrer l'information. Et un des modèles, par exemple, de la schizophrénie, puisque la kétamine, on s'en est servi comme un modèle pharmacologique de la schizophrénie, c'était de dire, finalement, au début d'un épisode psychotique, les personnes vont décrire cette sensation que tout devient un peu pertinent, qu'il y a des informations comme ça qui deviennent saillantes dans leur environnement. Et ça pourrait être lié à la diminution de la capacité à filtrer l'information du fait de cet effet sur le thalamus. Ce que ça entraîne aussi, c'est qu'on subit une sorte de bombardement perceptif avec plein d'informations qui viennent, qui ne sont pas triées, mais qui sont aussi en quantité plus importante. Et ça peut créer une sorte d'embouteillage. Et ça, on sait que en fait, ça va générer, au lieu de générer un trop-plein, en fait, le cerveau va se bloquer et on va en fait plus traiter les informations extérieures avec une sensation peut-être de distance à la réalité, voire à l'extrême une perte de conscience. On sait par exemple que l'hyperactivité cérébrale, dans l'épilepsie par exemple, ça peut, dans le cas de crise généralisée, entraîner vraiment une perte de connaissance. Enfin, on ne va plus avoir la capacité à distinguer ce qui est surprenant de ce qui ne l'est pas, ce qui peut avoir deux effets. Soit on devient indifférent à tout, une forme d'émoussement affectif, soit tout va être surprenant et ça peut être agréable, mais ça peut aussi générer une forme d'incertitude parce qu'on est tout le temps pris de court et on a du mal à pouvoir se reposer un peu sur nos acquis. Alors, ces effets, ils n'ont pas été observés encore sous psilocybine, mais il y a moins d'études. En tout cas, le sentiment que l'on a, c'est qu'il y a moins d'utilisation des prédictions sur les perceptions, mais il n'y a pas forcément d'amplification et de plus d'informations sensorielles, ce qui permettrait de laisser la place donc on se focalise sur moins de choses, finalement, et ces informations pourraient faire l'objet d'une sorte d'hyper-perception. Et ça, c'est par contre bien décrit par les usagers, le fait de phaser sur des choses qui deviennent très intéressantes et très belles, et sur un brin d'herbe pendant des heures. Et donc ça, c'est peut-être le reflet simplement de... on va se focaliser sur quelque chose d'un peu aléatoire, et on va avoir plus d'espace psychique pour cette perception-là, avec des illusions d'hyperperception, puisque quand en fait on perçoit très bien quelque chose, le cerveau a tendance à généraliser et à croire qu'il arrive à tout bien percevoir, ce qui peut donner les effets que l'on ressent sous psilocybine. Enfin, j'ai parlé tout à l'heure des neurones pyramidaux de la couche 5. C'est des neurones qui jouent un rôle dans l'intégration des informations montantes et descendantes, l'intégration de ces prédictions et des entrées sensorielles, et aussi dans le traitement conscient des informations perceptives. Alors, on a vu qu'ils étaient hyperactivés à la fois par la psilocybine et par la kétamine. Donc, ce que ça pourrait entraîner, c'est l'impression qu'il y a finalement une très bonne coïncidence aussi entre nos perceptions et ce qu'on attend. Et ça peut déjà donner un sentiment assez agréable, et ça peut aussi entraîner peut-être ces sensations d'épiphanie, voire ces sensations mystiques d'avoir tout compris que décrivent les personnes sous psilocybine et puis aussi parfois sous kétamine. L'autre chose, c'est que on ne sait pas très bien comment cette hyperactivation va venir impacter la perception, mais peut-être que ce qui va s'appliquer sur la perception, ce n'est pas des prédictions qui sont adaptées, mais des prédictions qui vont être plus des prédictions générales, de choses qu'on a l'habitude de percevoir. Par exemple, des formes géométriques ou des visages, et ça va venir s'appliquer sur notre résultat perceptif, ce qui pourrait expliquer que sous ces molécules, les gens décrivent souvent des visions kaléidoscopiques, géométriques, et même des phénomènes de synesthésie, où plusieurs sens vont être coactivés en même temps. Au total, avec ces molécules, on a une augmentation de l'incertitude,
puisqu'il y a quand même une sorte de décalage entre ce qu'on perçoit et ce qu'on s'attend à percevoir, même si peut-être subjectivement, on ne s'en rend pas trop compte. Et puis, il y a ces modifications perceptives qui viennent quand même un peu chambouler les individus, ce qui pourrait favoriser quand même des interprétations qui sont erronées, avec des conclusions hâtives et l'émergence d'idées délirantes. J'en finis avec des ouvertures vers la thérapeutique. Donc, ce qu'on a vu en général de ces effets de la psilocybine et de la kétamine, c'est que sur le plan cognitif, ça orientait plutôt vers les émotions positives. On avait une plus grande flexibilité mentale, qu'on pouvait peut-être prendre de la distance par rapport aux ruminations, et que ça générait quand même, en tout cas ce que décrivent les usagers, un sentiment de bien-être et de détente. Donc ça, c'est quand même tout ça, c'est plutôt de bon augure pour des emplois thérapeutiques. Et sur le plan cérébral, les corrélations, c'est la moindre activité amygdalienne, qui a d'ailleurs été corrélée à l'amélioration des symptômes sous psilocybine, et des changements de mode de connectivité cérébrale avec plus de place laissée à la sensorialité, ce qui pourrait aussi ouvrir une fenêtre de tir pour la psychothérapie. J'en ai fini, je vous remercie pour votre attention, je remercie encore les organisateurs de m'avoir invité et je serai ravie de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Lucie, pour cette belle présentation. C'était très, très didactique, très clair. Ce d'autant qu'en fait, on voit que c'est à la fois des choses dont on entend beaucoup parler à l'heure actuelle, mais finalement qui sont quand même beaucoup plus complexes que ça, une fois qu'on se donne de la peine de rentrer dans les détails et de tenter de comprendre véritablement la subtilité de ces mécanismes pharmacologiques pour ces différentes substances. Donc, merci beaucoup d'avoir investi le sujet avec autant de clarté. On va pouvoir poursuivre maintenant avec Bruno Roméo, donc sur quel apport de la kétamine et des psychédéliques en pratique clinique. Je profite juste avant, Bruno, que tu ne commences pour rappeler que les questions peuvent être posées donc en direct. On les traite à la fin dans une session dédiée en fait pour l'ensemble des intervenants, mais n'hésitez pas à poser dès à présent vos questions. Voilà, Bruno, tu as la parole, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir proposé de participer à ce webinaire. Je suis très content de pouvoir parler de ce sujet avec vous. Alors, maintenant que Lucie a présenté un peu les mécanismes d'action, on va parler un petit peu d'un truc plus terre à terre, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été fait en pratique clinique, quel est l'impact sur nos pratiques quotidiennes. Alors, en 20 minutes, on ne va pas pouvoir faire toutes les pathologies, donc on va essayer j'ai décidé de se centrer plus sur les épisodes dépressifs caractérisés et notamment résistants et sur les troubles addictologiques. Tout d'abord, si on regarde un petit peu l'efficacité de la kétamine IV dans le cadre des épisodes dépressifs caractérisés, on voit que c'est une molécule qui entraîne une diminution très rapide de la symptomatologie dépressive chez des patients ayant des épisodes dépressifs caractérisés résistants, encore une fois, avec dès le premier jour une diminution de 41% des symptômes par rapport à 6% pour le placebo. Et on voit que cette diminution, en fait, elle persiste en gros une semaine et qu'après, on a une majoration de nouveau des symptômes. Quand on essaie de faire la dichotomie kétamine IV dans la dépression unipolaire versus bipolaire, on voit qu'il n'y a pas une grosse différence en fait dans l'efficacité et que, en gros, les cinétiques d'action sont relativement similaires. Depuis quelques mois, années maintenant, on a maintenant la S-kétamine, du coup, qui est un produit qui se met par voie intranasale avec des protocoles assez standardisés pour les études, c'est-à-dire qu'il fallait avoir résisté à au moins 2 lignes de traitement antidépresseur, et on changeait une troisième fois l'antidépresseur et on avait un groupe où on mettait de la kétamine intranasale et un autre groupe où on mettait du placebo. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que on a une efficacité de la S-kétamine très rapide dès les 2 premières heures et que à partir de J8, ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a une sorte de gradient dose-effet avec vraiment une efficacité plus importante de la S-kétamine à 56 mg et à 84 mg et que celle à 28 mg ne présente pas d'avantage. C'est pour ça que dans les essais d'après, ce qui a été fait, c'est d'enlever le bras à 28 mg et de garder que les bras à 56 mg et à 84 mg. Et en fait, ce qu'on voit par rapport au placebo, chez des patients qui ont des épisodes dépressifs caractérisés résistants, encore une fois, on a une efficacité très rapide de ces molécules dès le 2e jour et qui persiste avec jusqu'à 28 jours. Donc, c'est quand même une des premières fois qu'on a des molécules qui permettent de soulager des patients pour qui on a un arsenal thérapeutique qui n'est pas étendu et qui permettent d'augmenter leur fonctionnement et leur bien-être. Quand on regarde un petit peu les taux de réponse et de rémission, parce que c'est quand même aussi important, le problème des études, quand on regarde les diminutions moyennes de score, c'est en fait, le problème, c'est que si jamais
on a une diminution de 5 points à la MADRS en moyenne, on peut être significatif, mais en fait, pour le patient, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, l'avantage de regarder les taux de rémission, pour le coup, c'est de se dire, ceux qui ont eu une diminution des symptômes ont vraiment une grande diminution des symptômes et donc un impact sur le fonctionnement et donc une augmentation de leur bien-être. Quand on regarde notamment le deuxième schéma, celui du bas, on voit bien que, par exemple, les patients qui ont bénéficié de la eskétamine à 84 mg ont un taux de rémission chez les patients résistants qui est à plus de 20%, en gros 25%, et qui est stable au cours du temps dès les 2 premières heures, qui se persiste à 24 heures, à 8 jours, et après, on passe à un peu moins de 40% à 28 jours. Et donc ça, c'est hyper intéressant de se dire que les patients qui vont répondre à la kétamine vont vraiment avoir une rémission clinique et pas seulement juste une amélioration de quelques symptômes. Ils vont avoir vraiment un bénéfice sur leur qualité de vie important. Maintenant, qu'en est-il de la prise en charge au long cours? C'est-à-dire que les patients, on vient de montrer que, en gros, ils vont avoir une rémission clinique, ils vont aller mieux et rapidement, et une fois qu'ils vont mieux, comment est-ce que ça va perdurer? Donc ça, c'était une étude qui prenait des patients qui étaient en rémission clinique de la eskétamine et qui faisait un bras où on continuait à faire de la eskétamine à un rythme de 1 fois par semaine ou 1 fois toutes les 15 jours, et un bras où on passait à du placebo en plus de l'antidépresseur. Et qu'est-ce que ça montre? En fait, le schéma en haut à droite, il montre très rapidement que les deux courbes se dissocient avec une courbe de survie qui est bien en faveur de la eskétamine, de prolonger la prise de traitement par l'eskétamine, ce qui limite le risque de rechute. Quand on regarde les deux graphiques, le graphique d'en bas, on voit que à 84 semaines, des patients qui étaient en rémission, qui ont bénéficié d'une poursuite du traitement par eskétamine, on a en gros 20% de rechute. Alors que si on passe au placebo quand ils ont bénéficié d'une rémission par kétamine, on est à plus de 40% de rechute. Donc, on a un bénéfice. La eskétamine fait plus qu'améliorer les symptômes dépressifs, ils préviennent aussi le risque de rechute en prolongeant le traitement au long cours. Alors maintenant, en pratique clinique, comment on choisit entre la kétamine IV, la kétamine et la eskétamine? Concrètement, il est clair que la eskétamine, c'est plus simple à mettre en place, etc. C'est assez moins invasif, il n'y a pas besoin de perfusion, on peut faire ça facilement. Mais quand on regarde une méta-analyse qui est sortie l'année dernière, on voit que la kétamine IV qui est représentée par les graphiques du dessus, a un taux de réponse qui est plus important que la eskétamine. Les deux, on augmente le taux de réponse chez les patients ayant des épisodes dépressifs caractérisés résistants. Cependant, on voit que la kétamine IV a un taux de réponse qui est plus important que celui de la eskétamine. De la même façon, sur le graphique de droite, c'est la même chose. On voit que les patients vont atteindre plus facilement une rémission quand ils ont de la kétamine IV que quand ils ont de la eskétamine. Donc, on pourrait très bien imaginer en pratique clinique d'avoir une graduation, et ce n'est pas parce qu'un patient ne va pas répondre à l'eskétamine qu'il ne va pas répondre à la kétamine IV. Et donc, ça nous donne encore une possibilité au niveau thérapeutique pour nos patients. Si on passe maintenant aux psychédéliques. Alors, les psychédéliques, ça, c'est une méta-analyse qui avait étudié les symptômes dépressifs chez les patients ayant des troubles résistants la plupart du temps ou encore des symptômes anxio-dépressifs chez les sujets en fin de vie, mais qui, dans la plupart des cas, avaient véritablement des troubles psychiatriques associés. Et ce qu'on voit, c'est qu'après 1 ou 2 prises de psychédéliques, que ce soit dans cette méta-analyse, c'était poolé une étude sur la ayahuasca, il y avait pas mal d'études sur la psilocybine et une étude sur le LSD. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'après 1 ou 2 prises de psychédéliques, on a une diminution DJ1 de 50% des symptômes dépressifs, ce qui est énorme. Et que cette diminution des symptômes dépressifs persiste au cours du temps jusqu'à 6 mois après la prise de psychédéliques. Donc, on a une action extrêmement prolongée sans avoir de reprise de psychédéliques entre-temps et juste avec 1 à 2 prises de psychédéliques. Si on compare un petit peu avec la kétamine IV, par exemple, on voit que les pentes en fait initiales sont assez similaires. C'est-à-dire que AJ1, on a 50% avec les psychédéliques, 41% de diminution avec la kétamine IV, mais avec une pente relativement similaire. Par contre, ce qu'on voit très bien, c'est qu'une perfusion de kétamine IV a une action beaucoup moins prolongée que la prise de psychédéliques au long cours. Et on ne peut pas ne pas parler de cette étude. Donc, il y a une étude qui a directement comparé les antidépresseurs, les SSRI et notamment l'escitalopram à une dose de 10 à 20 mg quotidienne par rapport à la psilocybine avec 2 prises de psilocybine à 25 mg.
dans un essai randomisé double aveugle, incluant 59 patients. C'est peut-être la seule limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de patients. Et donc, dans le groupe escitalopram, ils avaient un placebo, entre guillemets, parce que ça, c'est un gros problème dans les études sur les psychédéliques, c'est comment on utilise le placebo, quel placebo on met en place, parce que c'est très difficile de faire un placebo pour cela. Et donc, eux, ils avaient choisi de donner des petites doses de psilocybine à baseline et à 3 semaines. Et dans l'autre groupe, on avait donc 25 mg de psilocybine à baseline et 25 mg de psilocybine à 3 semaines et un placebo d'ISRS quotidien. Si on regarde les résultats qu'ils ont obtenus, on voit en gros que les courbes ne sont pas significativement différentes. C'est-à-dire que de prendre 2 fois de la psilocybine à baseline et à J21 équivaut à prendre un traitement par SSRI au cours du temps, tous les jours. Bon, mais si on regarde les taux de rémission et les taux de réponse, eh ben, on voit en fait que les patients qui ont eu de la psilocybine, à 6 semaines, ils ont un taux de réponse qui est près de 70% et un taux de rémission qui est environ à 57%. Et que là, on voit qu'il y a une différence nette avec les taux de réponse de placebo et les taux de rémission sous placebo. Et ça peut déjà, d'une part, sous-entendre des mécanismes d'action évidemment différents, mais encore une fois, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que les ISRS probablement diminuent en moyenne les symptômes chez tous les patients, mettent un peu un couvercle sur les symptômes, mais ils n'ont pas forcément une amélioration significative de leurs symptômes et notamment de leur qualité de vie et de leur fonctionnement. Alors que la psilocybine ou encore la kétamine peut avoir cet avantage que ceux qui vont avoir une amélioration vont vraiment avoir une amélioration importante et donc une amélioration de leur qualité de vie. La seule bémol à mettre à ces chiffres, c'est évidemment que c'est une étude qui est faite sur 60 patients et donc il faut faire un peu attention à la généralisation de ce résultat. Maintenant, si on change un petit peu de spectre et qu'on va un petit peu en addicto et qu'on regarde comment ça se passe. La kétamine en addictologie, ça commence à être pas mal étudié et je vous ai choisi cette étude parce qu'elle est plutôt jolie sur notamment les troubles liés à l'usage de l'alcool. On sait très bien que les troubles liés à l'usage de l'alcool, c'est compliqué, il n'y a pas énormément de traitements efficaces, il y a des taux de rechute majeurs sous ces traitements-là. Et ils avaient fait une perfusion de kétamine et un groupe contrôle, une perfusion de midazolam. 5 entretiens motivationnels. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que la courbe verte qui représente la courbe du midazolam, elle diminue beaucoup plus importante. C'est la proportion des abstinents. Donc, avec une perfusion de kétamine, on a une proportion d'abstinence beaucoup plus importante sur les 21 jours qu'avec une perfusion de midazolam. Si on regarde maintenant les proportions de jours de forte consommation, qui est aussi un marqueur très important, ces proportions de jours de forte consommation, parce que ça a un impact direct sur la santé somatique notamment, on voit que les patients qui ont pris du midazolam, qui est la courbe en vert, vont réaugmenter leur proportion de jours de forte consommation au cours des 21 jours. Alors que ceux qui ont eu de la kétamine ne vont pas avoir une augmentation si importante de ces jours de forte consommation. Donc, c'est quand même des résultats qui sont extrêmement intéressants et ce, juste avec une perfusion de kétamine. Et quand on regarde les courbes de survie, la survie était définie soit par les perdus de vue, soit par la première fois où les patients avaient une forte consommation. De la même façon, on voit que les patients qui ont bénéficié d'une perfusion de kétamine ont une courbe de survie bien plus favorable que les patients qui ont bénéficié d'une perfusion de midazolam, et ce sur les 21 jours. Donc ça, c'est des résultats qui sont très encourageants. Maintenant, les psychédéliques et les troubles liés à l'usage de l'alcool, il y a peu d'essais prospectifs qui ont été faits. Il y a notamment cette étude pilote. Donc, encore une fois, c'est une étude pilote qui avait inclus une dizaine de patients et qui avait associé donc de la TCC, 12 séances, 7 entretiens motivationnels, 3 de préparation à la session, 2 de débriefing, une première session à la semaine 4 avec 0,3 mg/kg de psilocybine, une deuxième session à la semaine 8 avec 0,3 à 0,4 mg de psilocybine, et ils évaluaient les pourcentages de consommation, de jours de consommation et les pourcentages de jours de forte consommation à 3 mois, à 6 mois et à 9 mois. Et qu'est-ce qu'ils montrent? Donc, on voit bien la première partie entre les deux premiers points des courbes, c'est le traitement as usual, c'est-à-dire c'est avant d'avoir pris la psilocybine. Donc, on voit déjà qu'il diminue un petit peu. Mais à partir du moment où il y a la prise de psilocybine, on voit qu'il y a une diminution drastique des consommations, des jours de consommation et des jours de forte consommation. Et que cette diminution, elle persiste et de manière significative jusqu'à 36 semaines, avec juste 2 prises de psychédéliques, 2 prises de psilocybine. Donc, encore une fois, on se remet dans le contexte d'un trouble lié à l'usage de l'alcool où on a très peu de thérapeutiques efficaces, où on a des taux de rechute qui sont majeurs, et donc c'est des résultats qui sont très, très intéressants.
Dans le trouble lié à l'usage du tabac, pareil, c'était une étude pilote sur 15 patients qui avait été menée avec de la TCC, réduction du tabac, un entretien par semaine pendant 10 semaines, et après, une session de psilocybine à semaine 5, une session de psilocybine 30 mg à semaine 7, et on avait une session, plus ou moins une session à la 13e semaine. Et pareil, une évaluation à 6 mois, une évaluation à 12 mois et une évaluation à 30 mois de leur consommation de tabac. Tout de suite, ce qu'on voit, c'est que entre baseline et 6 mois, on a une diminution significative du nombre de cigarettes consommées, avec une diminution quand même qui est très importante. Vous voyez, on passe de plus de 15 cigarettes consommées par jour à moins de 5 cigarettes consommées par jour. Et tout en sachant évidemment que la moindre cigarette en moins consommée par jour est un bénéfice net pour l'état de santé et au niveau du pronostic vital. Donc, on voit que c'est intéressant. Si on regarde à plus long terme, donc 6 mois, 12 mois, le LT, c'est l'évaluation à 30 mois en moyenne des patients, on voit que les 2 à 3 prises de psilocybine entraînent une diminution significative de la consommation de tabac au cours du temps, et ce, jusqu'à 30 mois après les prises. Donc, encore une fois, ça reste des résultats importants. Quand on regarde un critère aussi très dur, qui est le nombre d'abstinents purs et durs, sans parler de la réduction de la consommation, à 6 mois, on a 12 patients sur 15 qui sont complètement abstinents du tabac. À 12 mois, on a 8 patients sur 15 qui sont abstinents du tabac. Et à 30 mois, on a 7 patients sur 15 qui sont abstinents du tabac. Si on essaye de mettre un peu en perspective avec les thérapeutiques utilisées habituellement dans le trouble lié à l'usage du tabac, on voit que la substitution nicotinique à 6 mois entraîne un taux d'abstinence légèrement supérieur à 10%, environ 12%, que la varenicline entraîne un taux d'abstinence à 6 mois inférieur à 20%, et donc aussi le bupropion environ 12% à 6 mois, et que les psychédéliques, si on prend cette étude-là, on est à un taux d'abstinence à plus de 70%. Évidemment, c'est des résultats qui sont à prendre avec des pincettes parce que 70% sur une étude de 15 patients. Donc évidemment, ça nécessite confirmation, ça nécessite de faire des études à plus grande échelle, mais c'est quand même des résultats qui restent très pertinents. Maintenant, quand on regarde un petit peu la tolérance, parce que c'est important, si on me dit c'est des molécules prometteuses, que voilà, il faut quand même regarder la tolérance des différents patients. Au niveau des psychédéliques, on regarde ce que disait un petit peu Lucie, c'est qu'il y a un impact sur les paramètres vitaux, que ce soit la fréquence cardiaque, avec une augmentation transitoire de la fréquence cardiaque et un retour à la normale environ 4 heures après la prise de psychédéliques, une augmentation de la pression artérielle systolique avec un retour à la normale environ 6 heures après la prise et une augmentation de la pression artérielle diastolique avec un retour à la normale environ 6 heures également après la prise. Donc, ça sous-entend évidemment ces impacts sur ces différentes fonctions vitales sous-entendent d'avoir un contrôle, un monitoring de celles-ci. Quand on regarde un petit peu les effets secondaires qui ont été rapportés dans les différentes études sur les psychédéliques, on voit en gros qu'on a 14% de perdu de vue. Ça, c'est un chiffre qu'il faut vraiment faire attention parce que dans les 14% de perdu de vue, on a plus de 4% qui sont des perdus de vue des études qui ont été faites chez des patients qui étaient en fin de vie et notamment dans les cancers. Et ces perdus de vue étaient d'une part parce que les patients étaient décédés ou d'autre part parce qu'il y avait une augmentation ou une avancée trop importante de leur maladie et qui entraînait qu'ils ne pouvaient plus participer à l'étude. L'effet secondaire le plus important, le plus fréquemment rapporté, c'est une anxiété ou une peur transitoire qui est présente dans 27% des études, des patients. Des céphalées dans 22% des patients, nausées, vomissements, 12% environ des patients, et un inconfort psychologique pendant la session de 11%. On peut avoir des phénomènes hallucinatoires et on peut avoir des troubles du cours de la pensée. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce graphique de regarder, c'est que tout à droite, vous avez les effets secondaires graves. Et c'est-à-dire, il n'y a pas d'effets secondaires graves qui ont été reportés pendant ces différentes études. Donc, c'est plutôt très rassurant. Maintenant qu'on a regardé un petit peu et qu'on a vu que c'est des thérapeutiques qui marchent, on peut voir un petit peu qu'est-ce qu'il va dire chez un patient. Est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher? Et en fait, il y a un facteur qui est prédictif de manière transnosographique, c'est l'intensité de l'expérience psychédélique. C'est, par exemple, que ce soit dans les épisodes dépressifs caractérisés avec la ayahuasca, qui est le schéma en haut à gauche, que ce soit dans le trouble lié à l'usage de l'alcool avec la psilocybine en haut à droite, ou que ce soit dans le trouble lié à l'usage du tabac avec la psilocybine, le graphique d'en bas, il y a une corrélation systématique entre l'intensité de l'expérience et l'efficacité thérapeutique par la suite.
Donc, ça apporte tout ça, que cette intensité de l'expérience et le confort pendant l'expérience, il y a une nécessité d'avoir un environnement très important et un environnement bien conçu pour pouvoir accueillir les patients qui vont avoir ces expériences. Et c'est pour ça qu'on fait, qu'on fait ça dans des chambres aménagées pour, avec, vous voyez, un lit bien confortable, une lumière tamisée, on met des bandeaux sur les yeux, on leur propose de mettre de la musique de leur choix ou alors des choses préconçues à l'avance. Et il y a des trip-sitters associés aux patients pour gérer les moments d'angoisse s'il y a d'anxiété, pour essayer de rassurer les patients pendant leur session. Donc, en conclusion, les points communs. Il y a des points communs entre la kétamine et les psychédéliques au niveau de la pratique clinique. C'est-à-dire que tous les deux entraînent une efficacité thérapeutique très précoce et une efficacité importante, et notamment chez les patients pour lesquels on n'a pas forcément de solution thérapeutique actuellement. Que les psychédéliques semblent avoir une efficacité plus prolongée que la kétamine, notamment dans les épisodes dépressifs caractérisés, et que globalement, on a une bonne tolérance de ces molécules. Mais que, évidemment, que cette tolérance est évaluée au cours d'études et ce n'est pas fait n'importe comment. Et donc, l'importance du set and setting afin de favoriser une expérience de bonne qualité est intense. Merci beaucoup pour votre attention. Parfait, merci beaucoup Bruno pour cette très belle présentation aussi, très claire. Ça nous permet de progresser encore sur la question. Je propose maintenant du coup qu'on accueille Hugo pour la dernière partie sur donc, la psychopharmacologie de la phénoménologie psychédélique, ce qui change un tout petit peu, vous l'avez vu, par rapport à ce qui avait été annoncé sur le programme. Et donc Hugo, c'est à toi pour cette dernière présentation. Et donc je vous le rappelle, on se retrouve après cette dernière session pour répondre à vos questions. À tout à l'heure. Merci beaucoup Hervé et merci à la FPBN pour l'invitation. Donc, on va parler un peu de psychopharmacologie, de la phénoménologie et puis aussi un peu de l'intérêt dans la psychothérapie augmentée, qui était un des focus importants de cette session. Donc, finalement, les psychédéliques, il y a une importance très forte de la phénoménologie par rapport aux autres agents pharmacologiques habituels. Et cette phénoménologie, elle est dépendante aussi des molécules qui sont considérées comme des psychédéliques. Là, on a beaucoup parlé des tryptamines et notamment de la psilocybine. Mais il y a d'autres molécules qui peuvent être considérées comme des psychédéliques, typiquement la mescaline, le LSD, les amphétamines parfois, notamment la MDMA. Et puis, la kétamine, qui est considéré comme un apparenté dissociatif, donc ce n'est pas tout à fait une molécule qui est vraiment un psychédélique, mais qui peut avoir quand même des effets psychédéliques, des effets qui sont considérés comme étant psychédéliques. Alors, finalement, il y a une classification phénoménologique de ces effets psychédéliques qui varie selon les auteurs, mais qui quand même différencie des effets égodysleptiques, de dissolution de l'ego, dont Lucie a un peu parlé au début, des effets dissociatifs, qui sont plutôt spécifiques à la kétamine, avec la déréalisation, la dépersonnalisation, des effets un peu plutôt psychostimulants, des effets hallucinogènes, des effets psychotomimétiques, avec vraiment des symptômes qui miment des symptômes psychotiques, et des effets antéogènes, c'est-à-dire qui provoquent une expérience mystique, ou alors thanatogènes, avec provocation d'expériences de mort imminente, quelque chose qu'on retrouve beaucoup sous kétamine aussi, un peu moins sous psilocybine. Donc, on va parler un peu de ces différents effets, et on va voir quelles sont les spécificités en fonction des produits, et aussi quels sont les mécanismes neurocognitifs qui sont impliqués dans ces effets phénoménologiques. Alors finalement, le fait le plus important qui est décrit avec les psychédéliques, c'est l'effet égodysleptique, l'effet de dissolution de l'ego, avec une sensation de perte de l'unité du self, puis d'égodystonie, d'être un peu en désaccord avec son self, et un sentiment qui est décrit comme un sentiment océanique, que les anglo-saxons décrivent bien, et qui est plutôt très fort sous psilocybine, mais qu'on peut retrouver aussi sous kétamine, avec la sensation d'une connexion avec le monde, d'une perte de la sensation d'individu interne, et d'hyperconnectivité, d'hyperconnexion avec le monde. Alors à la fois au niveau cognitif, au niveau intellectuel, au niveau idéique, et puis aussi au niveau corporel, avec la sensation, parfois qu'il n'y a pas de frontière entre soi-même et le monde. Il y a aussi une phénoménologie dissociative, qui est la phénoménologie surtout sous kétamine, avec plutôt une déréalisation, donc une sensation d'étrangeté et d'irréalité du monde, et de dépersonnalisation, sensation d'étrangeté et d'irréalité du moi. Donc vous avez que c'est un peu, il y a une espèce d'overlap quand même avec l'ego dysleptique dont on a parlé juste avant. Ça peut aller aussi avec des sensations un peu d'autoscopie, la sensation de sortir de son corps, de flotter au-dessus de son corps, qui est très fort avec la kétamine, et puis d'autres effets un peu dissociatifs comme ça, de perdre aussi des frontières corporelles.
On a une phénoménologie qui est plutôt hallucinogène propre, avec typiquement des hallucinations extéroceptives, surtout au niveau visuel, auditif, mais ça peut toucher les autres modalités perceptives. Et puis des hallucinations interoceptives et proprioceptives. Une des formes qu'on connaît, c'est par exemple le syndrome d'Alice au Pays des Merveilles, avec la macropsie, la micropsie, la sensation que les objets deviennent très grands ou très petits, que soi-même son corps grandit, que ses jambes ou ses bras grandissent ou rapetissent. Donc ça, c'est des effets un peu qui s'intègrent dans le sens d'Alice au Pays des Merveilles. On a aussi une phénoménologie psychotomimétique où on différencie un peu de ces effets égodysleptiques et dissociatifs, avec typiquement une sensation d'apophénie, une sensation de connexion entre les événements, de connexion logique, causale entre les événements, qui est une des choses qu'on retrouve aussi dans la génération des idées délirantes, et parfois, notamment sous kétamine, des idées délirantes qui peuvent survenir de façon aiguë pendant l'administration, qui en général ne persistent pas après, qui ont pu être décrits chez des consommateurs chroniques qui ont vraiment une consommation chronique régulière de kétamine, et qui en général disparaissent après dans le cas d'utilisation thérapeutique, et avec des doses plus importantes que celles qu'on utilise contre la dépression, par exemple. On a aussi une phénoménologie antéogène qui est décrite typiquement avec la sensation d'une expérience mystique, une sensation de connexion avec quelque chose, connexion avec une entité, et puis une sensation d'épiphanie, comme si on avait une révélation métaphysique, une révélation de quelque chose qui arrivait pendant l'expérience psychodysleptique, avec la sensation aussi parfois d'une puissance supérieure, de quelque chose d'être en connexion avec une puissance supérieure. La phénoménologie entactogène est un peu plus faible, elle est plus rare avec la kétamine et la psilocybine. C'est typiquement une augmentation de la sensation de lien social, de la confiance avec l'autre. En général, elle est très forte sous MDMA, cette phénoménologie-là. Sous kétamine et sous psilocybine, elle est beaucoup moins importante. Et puis enfin, une phénoménologie thanatogène qui retrouve très très fortement sous kétamine, notamment avec des doses de 0,75 à 1 mg/kg par personne, avec vraiment une sensation d'expérience de mort imminente, sensation d'autoscopie, donc pareil de sortie du corps aussi, le tunnel blanc qu'on peut voir, et puis une expérience un peu de nécromancie avec un contact avec les morts. Il y a plusieurs patients qui nous disent qu'ils ont revu des personnes décédées qu'ils avaient vues, qui se tiennent à côté d'eux, qui étaient présentes, qui leur parlaient, etc. Donc des hallucinations un peu avec ces thématiques de nécromancie. Tous ces effets phénoménologiques qui sont utilisés depuis des millénaires, à travers des rites à travers le monde, et notamment pour l'antéogénèse, donc pour favoriser justement cette connexion avec le divin, donc à travers le monde, notamment par la psilocybine, qui est un champignon qu'on retrouve un peu partout, qui est qu'on retrouve vraiment partout disséminé à travers le monde. Alors, ces effets phénoménologiques, finalement, il y a des spécificités aussi qui sont dues qui sont différents en fonction de la kétamine et de la psilocybine. Alors, typiquement, l'égodissolution dont je vous ai parlé avant, la dissolution de l'ego, ça, c'est quelque chose qui a un peu overlap entre plusieurs choses. Typiquement, il y a une distorsion de l'expérience subjective du soi, il y a cette transgression de l'identité, de l'intégrité corporelle, et puis la dépersonnalisation, la déréalisation peut y participer aussi. Donc, il y a un peu des choses qui se retrouvent entre les deux effets. Par contre, il y a quand même des choses un peu différentes entre la psilocybine et la kétamine. Et typiquement, la psilocybine, il y a plutôt une perte des frontières psychiques entre soi et le monde qui est un peu plus forte. Mais ce que la kétamine, ça va être un peu plus physique, plus la côté dissociatif avec la dissociation physique, perte de l'intégrité physique entre soi et le monde, qui va être un peu plus importante. Mais probablement, c'est une des hypothèses qui est importante en ce moment, c'est que probablement il y a des effets un peu de chevauchement entre ces différents effets psychédéliques, entre la kétamine et la psilocybine aussi. Après, cette expérience mystique dont on a parlé, qui est l'expérience antéogène, qui est très très importante aussi avec ces traitements, et bien probablement qu'il y a aussi des effets assez spécifiques et puis des effets qui se chevauchent. Alors typiquement, cette expérience antéogène, il y a la sensation d'une expérience spirituelle de connexion. Il y a l'eureka mystique, la sensation de révélation. Il y a l'expérience de mort imminente aussi qui peut se donner un peu cette sensation un peu mystique. Et puis, il y a les changements des croyances, le changement de perspective sur le monde qui sont souvent décrits sous kétamine et sous psilocybine avec la sensation que les pensées, les croyances habituelles du sujet sont un peu modifiées par leur expérience. Et en sortant de l'expérience, il y a une espèce de changement des croyances, de mise à jour de ces croyances. Alors ça encore avec des spécificités entre la psilocybine et la kétamine. Typiquement, la psilocybine qui donne plutôt une expérience mystique très directe, avec une sensation d'une connexion intense avec l'univers, avec le monde, qui est beaucoup plus liée à cet effet égoistique. Tandis que sur la kétamine, il y a une expérience mystique qui est souvent dite indirecte, c'est-à-dire que les patients, après, ou les sujets qui en consomment, font un peu des rationalisations après en disant « mais c'était quelque chose d'un peu mystique que j'ai vécu », et plutôt avec une sensation très corporelle aussi, beaucoup plus corporelle que la psilocybine, et puis des changements, un peu des croyances aussi, des changements, des perspectives qu'ils ont eues sur eux-mêmes, sur le monde ou sur le futur. Alors tout ça, c'est quand même très intéressant. On a une phénoménologie qui est très spécifique et très étonnante avec ces traitements psychédéliques ou dissociatifs apparentés, mais qu'est-ce qui peut le provoquer? Qu'est-ce qui provoque ça? Donc ça, il y a plein d'études qui sont en train d'être lancées, des hypothèses aussi qui sont basées sur les systèmes du cerveau bayésien, et notamment l'idée que les psychédéliques sont des modulateurs du cerveau prédictif et de la capacité du cerveau à prédire les entrées sensorielles. Alors,
le faire très rapidement, le traitement prédictif et hiérarchique, donc c'est la base de ces hypothèses du cerveau bayésien, c'est l'idée que le cerveau, à tout moment, essaie de prédire les informations sensorielles qui lui viennent à la fois du monde extérieur, typiquement c'est la base de l'extéroception, avec les 5 modalités sensorielles principales de l'extéroception, mais aussi de l'intérieur de son corps, et ça c'est la base de l'interoception, c'est-à-dire la façon dont notre cerveau interprète, code les signaux sensoriels qui viennent de l'intérieur du corps. À tout moment, il y a une intégration entre cette extéroception et cette interoception, qui sont toujours vraiment en chevauchement constant aussi, à tel point que l'interoception a l'influence d'extéroception, et que l'extéroception influence en retour l'interoception. L'idée aussi du cerveau bayésien, c'est que ces croyances, elles sont constamment mises à jour en fonction des erreurs de prédiction qui viennent du monde et qui viennent en fait du décalage entre ce que le cerveau prédisait, ce que le cerveau imaginait du monde, et de la réalité perceptuelle interne et externe, qui lui est venue par ses sens. La mise à jour des croyances, c'est un phénomène extrêmement puissant, extrêmement important, parce que très probablement, qui s'est impliqué dans énormément de choses, et notamment dans la génération de croyances de très haut niveau, par exemple des croyances sociales, des croyances politiques, des croyances religieuses, qui sont basées sur des micro-briques, en fait, des micro-briques cognitives, perceptuelles, de très très bas niveau, totalement inconscientes, qui ne sont pas du tout des croyances, des représentations de haut niveau, et qui sont constamment mises à jour, constamment modifiées par nos expériences, par ce qu'on perçoit du monde, qui peuvent être modifiées, bien sûr, modulées par l'effet des traitements, et notamment par les psychédéliques. Ça a été une des choses qui a bouleversé un peu notre compréhension de la perception, notamment de la perception visuelle, qui étaient les premiers travaux qui ont été faits au début des années 2000 sur ces mécanismes-là. Et on a mieux compris en fait comment fonctionnait notre système perceptif visuel, notamment en étudiant ces chaînes corticales d'intégration des informations visuelles, avec des intégrations de très bas niveau, typiquement est-ce que la couleur est verte, qui plus on monte dans la hiérarchie corticale, plus on monte dans la hiérarchie de représentation, dans la hiérarchie de croyance, et bien plus il y a un niveau de complexité important, et un niveau associatif avec l'intégration de différentes zones cérébrales, dont vous a parlé notamment Lucie pour sa présentation. Ça a quand même modifié la compréhension de la vision, parce que notamment on voit maintenant que notre vision, typiquement, est influencée par ces prédictions, ces croyances prédictives sur ce qu'on s'attend à percevoir, à tel point qu'il y a des percepts qui sont en fait parfois quasiment auto-générés par ces attentes. C'est typiquement ce qui se passe dans l'hallucination. Et inversement, parfois, quand on a trop d'entrées montantes, trop de sensorialité montante par rapport à ce qui descend, eh bien, on peut avoir la génération de croyances aberrantes, parce qu'une mise à jour trop importante des représentations et de ce codage prédictif qu'on a du monde. Donc ça, vraiment, il faut garder en tête que c'est quelque chose qui a modifié complètement notre conception de la vision, et bien sûr, après, de toute la sensorialité. Donc c'est un intérêt très fort pour la phénoménologie dont on va parler. Tout ça, c'est basé sur quand même une implémentation cérébrale qui commence à être un peu mieux comprise. Alors, il y a encore des lacunes sur ce versant plus cérébral, mais qui commence à être mieux compris, avec notamment l'implication de réseaux qui sont beaucoup reliés aux neurones glutamatergiques pyramidaux, dont a parlé Lucie au début, aux interneurones GABAergiques, qui viennent un peu moduler cette excitabilité cérébrale liée aux neurones glutamatergiques, avec des chaînes comme ça de prédiction, d'erreurs de prédiction et de précision de ces prédictions et cette erreur de prédiction qui vient moduler en fait l'importance de ces signaux pour le système et qui sont vraiment basés sur une neurocircuiterie extrêmement complexe, donc qu'on peut étudier à toute petite échelle ou alors à plus grande échelle avec des modèles computationnels notamment. Alors, une des choses qui a été assez importante et qui nous intéresse notamment en lien avec les psychédéliques, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une implication notamment de certains types de récepteurs qui étaient notamment sur des neurones GABAergiques, les récepteurs NMDA, qui sont des récepteurs qui modulent beaucoup la signalisation glutamatergique. Et on s'est rendu compte que ces récepteurs étaient beaucoup impliqués en fait, dans la capacité du cerveau à prédire les informations sensorielles. C'est-à-dire que ces récepteurs sont impliqués dans la capacité du cerveau à générer des prédictions pour dire est-ce que ce signal sensoriel est réel ou pas, est-ce que ce signal sensoriel a de l'intérêt ou pas, et pour un peu modifier un peu la perception. On s'est rendu compte aussi que les récepteurs AMPA, qui sont un peu des récepteurs glutamatergiques aussi, qui sont en miroir des récepteurs NMDA, étaient très impliqués dans le traitement des informations montantes et notamment des erreurs de prédiction qui sont générées à partir de ces informations sensorielles. Il y a une espèce d'intégration très forte entre les deux, ce qui fait qu'il y a une génération à la fois de prédiction descendante liée à la signalisation NMDA, une génération d'erreurs de prédiction montante liée à la signalisation AMPA. Alors tout ça, c'est assez schématique, c'est dans des modèles computationnels qui sont utilisés à très petite échelle, sur de la neurocircuiterie à très très petite échelle, et qui peuvent être étendus un peu avec une compréhension plus globale du fonctionnement du cerveau. Alors, c'est intéressant pour nous, c'est intéressant pour les psychédéliques et pour la kétamine, parce qu'en fait, on sait que la kétamine, elle agit sur ces neurones NMDA, elle agit sur ces récepteurs NMDA,
elle a plusieurs actions, à la fois sur les récepteurs NMDA au niveau des neurones GABAergiques, et puis aussi directement sur les récepteurs glutamatergiques, donc comme vous l'a présenté Lucie dans sa présentation. Et puis les psychédéliques, notamment la psilocybine, vont avoir une action aussi indirecte via leur action sur les récepteurs 5-HT2A, une action indirecte sur l'assignation glutamatergique et aussi sur l'effet des AMPA et probablement aussi sur l'assignation des NMDA. Donc finalement, on a une sorte d'intégration peut-être avec des voies communes qui ne sont pas forcément les voies directes de ces molécules, mais peut-être des voies un peu en abord qui sont un peu communes entre la kétamine, la psilocybine et puis entre les psychédéliques classiques et les dissociatifs apparentés. Donc ça, c'est pour vous faire un petit rappel quand même sur ces neurones, et sur ces récepteurs NMDA et AMPA. Donc c'est des récepteurs qui sont plutôt des récepteurs glutamatergiques. Les récepteurs glutamatergiques, on en a qui sont ionotropiques, donc typiquement NMDA et AMPA qui sont impliqués dans les mécanismes dont je vous ai parlé. Et puis des récepteurs qui sont plutôt métabotropiques, qui sont encore plus complexes que la signalisation NMDA et AMPA, et dont on ne va pas trop parler là, mais qui peuvent être impliqués aussi. Et donc ces récepteurs-là, il faut quand même se dire qu'ils sont impliqués dans la signalisation extrêmement rapide, dans la modification de la connectivité et de l'activité cérébrale de façon extrêmement rapide, contrairement aux neurotransmetteurs classiques, la dopamine, l'acétylcholine et la noradrénaline, qui sont par exemple des choses qui vont moduler un petit peu plus, de façon un peu plus long terme, la connectivité cérébrale, l'activité cérébrale, qui va plutôt avoir une activité de neuromodulation à plus long terme. Alors finalement, on arrive à l'hypothèse qui était une synergie entre la phénoménologie et la biologie pour les psychédéliques et les dissociatifs apparentés. Et se dire aussi, c'est des hypothèses qui sont en train de monter, que peut-être que les psychédéliques sont des modulateurs finalement de ce traitement prédictif, avec peut-être une modulation un peu différente pour la kétamine et la psilocybine, avec peut-être une modulation plus au niveau des prédictions descendantes pour la kétamine, peut-être plus une modulation au niveau de ce qui monte, des erreurs de prédiction montantes pour la psilocybine, même s'il y a des modèles qui considèrent aussi, comme l'a présenté Lucie, que la psilocybine et la kétamine vont plutôt avoir une action sur ces prédictions descendantes. Alors, ça, c'est intéressant aussi par rapport à la compréhension de la phénoménologie dont je vous ai parlé, et typiquement de la phénoménologie de désorganisation du schéma corporel, la phénoménologie de dépersonnalisation, de sortie du corps, l'autoscopie, la sortie de son corps, la sensation de flotter au-dessus de son corps. Eh bien, il est possible que ça soit en fait dû à une modification justement des prédictions interoceptives. Alors ça, il y a plusieurs travaux qui sont en train d'être lancés sur ça. Nous, on fait justement, dans le cadre de notre ANR, une partie de nos recherches sur ces hypothèses-là. C'est l'idée peut-être que la modulation des prédictions interoceptives, donc de la capacité du cerveau à prédire les signaux interoceptifs qui viennent du corps, eh bien peut-être qu'une modulation de ces prédictions, eh bien, perturberait un peu le schéma corporel et perturberait la sensation d'unité, d'ipséité corporelle qu'on retrouve, et avec ces sensations du coup d'autoscopie qui vont être reliées aussi à l'égo-dissolution, parce qu'on sait très bien que la sensation d'unité du self, ça c'est des choses qui sont très connues par exemple depuis les travaux de Damasio, puis de ceux qui ont travaillé sur la conscience, la sensation d'unité du self est beaucoup basée aussi sur des marqueurs somatiques, des marqueurs qui permettent de maintenir cette espèce d'ipséité corporelle. Si on modifie ça, on pourrait peut-être modifier à la fois la sensation d'unité du self, la sensation d'égo-syntonie, et puis aussi peut-être la sensation d'intégrité corporelle qui est reliée à la sensation de personnalisation. Alors ça, c'est intéressant aussi par rapport à l'inférence extéroceptive, qui est la deuxième part d'inférentiel sensoriel dont on a parlé, parce que probablement que la kétamine et les psychédéliques modifient aussi la capacité du cerveau à traiter ces informations extéroceptives et à traiter notamment la valence de ces informations, avec une modification parfois la façon dont sont intégrées les informations qui sont de valence positive ou négative, qui sont de valence plutôt favorable au sujet ou défavorable au sujet. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup basé aussi sur l'interoception. On le sait grâce à l'alliesthésie, qui est un phénomène, par exemple, de modification de la valence des signaux extéroceptifs en fonction de l'interoception. Je vous donne un exemple très concret, très simple. Imaginons que vous avez un gâteau au chocolat que vous adorez. Habituellement, quand votre interoception est plutôt correcte, eh bien, vous le trouvez très beau, vous le trouvez fondant, vous le trouvez magnifique. Mais un jour où votre interoception est un peu perturbée, vous avez très mal au ventre, vous avez la nausée, eh bien, ce gâteau au chocolat, votre extéroception, votre vision va être perturbée. Vous allez le voir un peu gras, vous allez le voir un peu dégoûtant, vous allez le sentir vraiment pas beau, il y aura une information défavorable visuelle qui va être associée à ce gâteau au chocolat. Et ça, c'est une modification directe de votre extéroception par l'interoception. Probablement que les psychédéliques, la kétamine et les apparentés modifie un peu cette attribution de valeur, cette attribution de valence aux informations extéroceptives. Et ça pourrait expliquer notamment l'effet anti-anédonique très fort de la kétamine et des psychédéliques dans la dépression, avec une modification. On sait dans la dépression, les signaux extéroceptifs sont un peu modifiés, les sujets déprimés accordent moins de signaux de récompense, par exemple, aux signaux qui sont habituellement récompensants. Et bien, probablement, peut-être que ces traitements modifient un peu cette intégration de l'information et la valence de l'information. Donc ça, c'est des pistes de recherche pour la suite qui sont basées beaucoup sur des modèles aussi computationnels
certains sont faits. Alors, nous, on a fait un peu ces résultats-là. On a montré, dans le cas d'une ANR notamment, que finalement, la kétamine, elle modifiait directement la façon dont les sujets intégraient les informations positives et négatives. Et typiquement, les sujets déprimés avant tout traitement, ils avaient plutôt tendance à ne pas considérer les signaux positifs comme étant des signaux vraiment positifs. Ils accordaient une valence assez neutre. Donc, ils n'avaient pas de différence dans la mise à jour des croyances entre les signaux positifs et négatifs. Et après traitement par kétamine, seulement 4 heures après un traitement par kétamine, par contre, ils étaient beaucoup plus sensibles aux signaux positifs, beaucoup moins sensibles aux signaux négatifs. Donc, il y avait un biais, finalement, un biais affectif dans la mise à jour des croyances lié à cette modification du traitement de l'information. Ce biais était corrélé directement à l'efficacité antidépressive dans cette étude et c'était médié en fait dans les études de médiation par l'effet de la kétamine sur les mécanismes de mise à jour des croyances. Donc ça, c'est une façon un peu étrange parce qu'on se dit finalement peut-être que la kétamine et la psilocybine, elles modifient très en amont des modifications sur l'humeur, le traitement de l'information, à la fois interoceptive, à la fois extéroceptive, avec probablement des modifications qui sont impliquées dans l'efficacité clinique derrière. Bon, ça, c'est une autre étude qui avait été faite à Sainte-Anne par l'équipe du professeur Raphaël Carrière, notamment l'équipe avec laquelle Lucie Berkovitch a travaillé aussi, qui montrait un peu que la kétamine, elle modifiait, elle perturbait la capacité du cerveau, finalement, à faire des prédictions correctes, à faire des prédictions justes et des prédictions qui soient fidèles pour s'en servir après pour faire de l'action, pour mettre en place une action. Donc la kétamine, finalement, elle serait aussi un perturbateur de ces prédictions, un perturbateur de la capacité du cerveau à générer des prédictions sur le monde. Bon, tout ça, c'est assez important au niveau recherche. On se dit très bien, c'est des résultats de recherche. Qu'est-ce qu'on en fait après en clinique? Comment on peut le transformer en clinique? Alors, l'idée de cette côté translationnel vers la clinique, c'est beaucoup porté aussi par tout ce qui est fait autour des psychothérapies augmentées, et notamment les psychothérapies augmentées par psilocybine ou par kétamine. L'idée des psychothérapies augmentées, c'est quand même que les effets psychodysleptiques de la psilocybine ou de la kétamine, ils sont probablement impliqués dans l'efficace thérapeutique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu dans des travaux récents, où plusieurs auteurs ont retrouvé qu'il y avait une corrélation entre l'intensité des effets psychodysleptiques et l'effet antidépresseur de ces molécules. Alors quand même, il faut être fidèle et se dire que ces effets-là, on n'a pas encore assez d'arguments pour dire qu'ils sont directement reliés à l'effet psychodysleptique. Peut-être qu'il y a des biais statistiques qui sont liés à ces études. D'ailleurs, il y a d'autres études qui n'ont pas retrouvé de corrélation entre l'effet psychodysleptique et l'effet antidépresseur. Mais en tout cas, les médicaments, les molécules qui sont des modulateurs du glutamate, qui ont les mêmes types de voies d'action, par exemple que la kétamine, typiquement la lanicémine ou le rapastinel, mais qui n'ont pas d'effet psychodysleptique, ces molécules n'ont pas d'effet antidépresseur. C'est des molécules qui n'ont pas d'efficacité clinique. Donc, même si c'est des arguments indirects, c'est quand même des arguments qui nous mettent un peu la puce à l'oreille par rapport à ces effets-là. Alors, l'idée aussi, c'est que la psychothérapie, c'est un modulateur du cerveau prédictif. Typiquement, quand vous faites de la psychothérapie, vous modulez la précision des croyances, vous modulez la précision des prédictions. Vous modulez les prédictions en elles-mêmes, en modulant un peu la façon dont le cerveau est capable de prédire ce qui va se passer dans l'avenir, de prédire ce qui est l'intégrité corporelle, de même faire des prédictions très interoceptives. Typiquement, on fait de la cohérence cardiaque ou du mindfulness. On modifie aussi les prédictions interoceptives et ça modifie aussi les actions, parce que typiquement, quand on fait de la thérapie cognitive et comportementale, on va modifier la capacité du cerveau à imaginer des conséquences potentielles des actions. Donc, c'est aussi des modifications, des prédictions sur les actions. Donc, l'idée, c'est de se dire que si les psychédéliques sont des modulateurs, finalement, de cette psychopharmacologique, de ce cerveau prédictif, peut-être qu'ils sont intéressants à utiliser en accord avec la psychothérapie. Alors, la psychothérapie augmentée, elle est basée sur trois grands fondements, on va dire. À la fois un accompagnement des effets psychodysleptiques pendant l'administration pour faciliter ces effets psychodysleptiques, faciliter leur tolérance, parce que parfois ça peut être assez difficile, quand on a une expérience de mort imminente, c'est difficile à vivre. Faciliter aussi un côté un peu synergique entre les effets psychodysleptiques et les effets thérapeutiques attendus, notamment les effets pharmacologiques. Et puis, ouvrir une fenêtre de plasticité cérébrale, ça, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais Lucie en a parlé. Les psychédéliques et la kétamine modifient en amont des effets thérapeutiques, des voies de la plasticité cérébrale liées au BDNF, liées au mTOR, et à toutes ces voies de la plasticité cérébrale qui sont impliquées dans la synaptogénèse notamment. Donc il y a une sorte de synergie entre cette dimension psychologique de la psychothérapie, de modulation de ces prédictions du traitement prédictif, et puis la dimension neurobiologique de ces traitements. Alors, le protocole CAP, kétamine de psychothérapie augmentée par la kétamine, qui est en cours à la Pitié-Salpêtrière et qu'on utilise, nous, c'est un protocole en 4 phases. Alors, il y a plein de protocoles qui existent. Alors, en France, pas encore beaucoup, parce il y a une initiation de ces protocoles, mais c'est encore à la préhistoire. Mais par contre, aux États-Unis, en Suisse, en Angleterre, il y a beaucoup de protocoles qui existent, notamment beaucoup sur la psilocybine, un peu moins sur la kétamine. Donc, nous, notre protocole, il est en 4 phases. Une phase de préparation, donc qui est en amont du traitement. Donc, on reçoit le patient 2 fois en général,
pour essayer un peu de préparer aux effets psychodysleptiques, de moduler ses attentes, de voir un peu ce qu'il pense du traitement, de voir ce qu'il attend du traitement, et de moduler un peu ses attentes, parce que s'il a des attentes très négatives, on sait que c'est des choses qui peuvent influencer après l'expérience psychodysleptique. S'il a très peur de ce qui va se passer, ça peut moduler la valence en fait, de l'expérience qu'il va avoir. Après, il y a l'administration en tant que telle, où finalement on fait une séance de médication qui est guidée. On guide un peu les effets psychodysleptiques, on accompagne le patient, alors plutôt avec une posture assez passive, c'est-à-dire qu'on attend que le patient demande quelque chose, on attend qu'il ait besoin de réassurance. On n'est pas là à essayer de lui souffler dans l'oreille ce qu'il doit penser ou ce qu'il doit vivre. On est plutôt en position passive d'accompagnement, de présence si jamais il a besoin. Ça peut être discuté. Il y a certaines équipes qui le font plutôt avec une façon très active, avec de la psychothérapie cognitive et comportementale pendant l'administration. Après, il y a une phase d'intégration aiguë qui arrive juste après l'administration, où il y a vraiment une approche un peu psychothérapeutique assez large, alors basée à la fois sur les psychothérapies type ACT et puis un petit peu aussi sur la psychothérapie métacognitive, où finalement on essaye de l'aider à intégrer les effets de l'expérience. Très souvent, c'est des expériences qui sont qui sont vécues de façon très forte, avec vraiment la sensation d'avoir revécu des éléments du passé, d'avoir vécu des choses très personnelles, d'avoir vécu des choses très profondes. Donc ça peut être intéressant, c'est très important de le faire le jour même de l'administration du traitement. Bon, pour la kétamine, et puis parfois le lendemain ou le surlendemain pour la psilocybine, parce que les effets sont plus larges, pour essayer justement d'aider le patient à intégrer ces éléments. Et puis une intégration plus prolongée qui se fait en général dans la semaine de l'administration pour la kétamine, et puis dans la semaine ou dans les 2 semaines pour la psilocybine, où on essaie justement de consolider les acquis d'expérience et de voir un peu comment l'utiliser pour la vie quotidienne, et pour changer un peu sur le long terme les comportements du patient aussi. Donc les messages à retenir pour la maison, avec ce Take Home. Donc, l'idée, c'est que finalement, il y a un héritage très controversé de la kétamine et de la psilocybine, avec notamment tout ce que vous savez des travaux qui ont été faits dans les années 60-70. Mais maintenant, il y a quand même une utilisation psychothérapeutique, pharmacologique qui est assez importante, qui doit être bien calibrée. Alors, à mon sens, mais on pourra en discuter, ça doit rester une prescription médicale qui doit plutôt être hospitalière, avec une prescription limitée aux centres spécialisés, respectant des pratiques d'administration qui sont très formalisées. Mais après, ça peut être discuté, on peut en discuter après pour la suite. Et puis, il faut se dire que potentiellement, donc, il y a une espèce d'overlap mécanistique entre les mécanismes phénoménologiques, enfin les mécanismes neurocognitifs associés à la phénoménologie et l'effet thérapeutique de ces molécules. Et ça, c'est une voie de recherche importante. Donc, il y a plusieurs recherches qui sont lancées là-dedans. Et puis, peut-être aussi qu'il faut se dire que les effets psychodysleptiques de ces traitements, notamment de la kétamine ou de la psilocybine, ne doivent pas être considérés comme des effets indésirables, mais doivent être combinés avec un accompagnement psychothérapeutique pour favoriser la tolérance, mais pas forcément les considérer comme des choses qu'il faut éviter à tout prix, mais plutôt comme des choses qu'il faut mieux accompagner. Alors ça, on a encore des progrès en France, parce que très souvent, la kétamine ou la S-kétamine est utilisée sans accompagnement, utilisée parfois comme une biothérapie. Donc ça, c'est à nous de faire des progrès aussi sur l'utilisation de ces traitements, avec des formulations peut-être de bonnes règles d'utilisation, de bonnes règles de prescription. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'ai vu Hervé qui est revenu. Merci beaucoup, Hugo, pour cette très belle présentation. C'est sans surprise, tu es un coutumier du fait, c'est toujours très, très visuel et puis très profond en même temps. Donc, c'était parfait. Merci pour cette présentation. Merci du coup à nos 3 intervenants. On a eu des très belles présentations. On va peut-être voir si du coup, justement, Luc arrive également à nous rejoindre. C'est un petit peu la surprise, puisqu'on ne sait pas si sa connexion va fonctionner. Bon, si ce n'est pas le cas, on va lancer la session de questions. Mais encore une fois, à tous les 3, un grand merci pour la clarté de vos présentations. Je vais commencer déjà par une question adressée à Lucie. On a eu une question qui concernait en fait la toxicité et finalement la dose de la psilocybine. Alors, je présente la question complète parce que, voilà, pour ne pas déflorer le message qui nous a été transmis, je croyais que la consommation de psilocybine pouvait être mortelle et que la dose était difficile à trouver. Merci à vous. Merci pour ta réponse. Alors, merci pour cette question. C'est effectivement quelque chose qui circule beaucoup, les dangers liés aux psychédéliques. Alors, les études sur la question de la dose n'ont pas trouvé, en tout cas dans les études chez l'animal, de dose létale des psychédéliques. Donc, il n'y a pas de dose qui pourrait susciter une overdose comme, par exemple, les opiacés ou même l'alcool. En revanche, ce qui peut arriver lorsqu'on a une dose qui n'est pas bien calibrée, c'est qu'on peut avoir des effets très forts. Et il y a des personnes qui vont faire ce qu'on appelle des raptus anxieux lorsqu'ils vont être aux prises avec les effets subjectifs, notamment, qui peuvent être très impressionnants. Donc, il y a effectivement il y a eu des accidents de personnes qui se sont mises en danger, qui ont fait des tentatives de suicide ou des choses comme ça parce qu'ils ont été surpris et qu'ils se sont retrouvés avec des effets subjectifs très forts. Mais sur le plan vraiment physiologique,
on n'a pas de données de dose létale connues. Voilà. Après, la dose, elle est difficile à calibrer. Oui, c'est vrai, ce d'autant qu'il y a une grande variabilité d'effets à travers les individus. Donc, à une même dose, en fait, voire à une même dose au poids, on peut avoir des effets différents. Mais il existe des échelles qui permettent un peu de se repérer pour les usagers et qui sont largement partagées sur Internet. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cette réponse, Lucie. Juste peut-être en complément là-dessus aussi, c'est vrai qu'on a, donc bon, déjà les psychédéliques, c'est quand même ancien, enfin, ils sont connus de longue date, et puis quand même aussi, c'est vrai que c'est quand même un domaine qui est en pleine investigation, donc en fait, on sait aussi les doses, par exemple, maximales tolérées, c'est en fait celles qui vont emmener vers des effets psychiques hautement contre-productifs, c'est-à-dire enfin, au-delà même de la notion de toxicité, de mortalité, enfin, etc., il y a aussi cette notion de tolérance psychique qu'on peut aussi concevoir, et puis effectivement, c'est des doses que les essais cliniques qui sont en cours et qui continueront à se poursuivre pourront davantage déterminer. Je vois que Luc est revenu parmi nous. Peut-être que tu as la possibilité de poser une question. Du coup, Luc, qu'on a pu extraire de notre... Juste Hervé, si je peux compléter, parce que l'autre inquiétude, il y a la dose, mais il y a aussi tout ce qui est la dépendance aux psychédéliques. Quand on donne des psychédéliques, il faut avoir en tête qu'il n'y a pas de dépendance aux psychédéliques. Ça fait partie des toxiques qui entraînent le moins de dépendance, et que c'est une inquiétude de la population générale et même des médecins. On fait une enquête en ce moment sur les médecins. C'est une grande inquiétude, mais en fait, non, il n'y a pas ou très peu de dépendance aux psychédéliques. Ça ne fait pas partie des craintes qu'on a à avoir avec ce type de traitement. Oui. Très bien, merci pour ce complément. J'en profite pour dire d'ailleurs que chacune des réponses, on vous adresse des questions de manière un peu plus spécifique à l'un ou à l'autre, mais bien sûr, vous avez la possibilité de compléter tous les trois. Oui, alors, dans les questions, les nombreuses questions, il y avait une question qui était: comment peut-on expliquer la grande divergence et diversité des vécus sous kétamine d'un point de vue phénoménologique d'une personne à l'autre, et au-delà de l'écart des doses et des contextes qui modifient grandement l'expérience subjectivement? Donc, je me disais peut-être que Lucie et Hugo pouvaient illustrer des choses pour répondre à cette question. Oui. Bon, on sait, alors il y a plusieurs choses, il y a plusieurs niveaux. Déjà, on sait que les attentes, que les croyances que les patients peuvent avoir, que les usagers peuvent avoir, vont vraiment influencer très fortement l'expérience phénoménologique. Il y a un truc qui était intéressant sur le LSD, par exemple. Donc, c'est un autre psychédélique, c'est pas forcément la kétamine, mais sur le LSD, la couleur du buvard de LSD, en fonction de ce qu'on dit aux patients sur, par exemple, un buvard de couleur rouge, ça va être associé plutôt à des sensations cardiaques. Un buvard de couleur bleue, vous allez plutôt avoir la sensation d'une sensation un peu océanique. Ça va modifier aussi l'expérience qu'ils vont vivre psychédélique sous LSD après. Donc, on sait que ces attentes, cet effet de cadre des représentations des patients ou des usagers va vraiment influencer très fortement. Ça, c'est probablement quelque chose qui est lié aussi aux prédictions dont on a parlé juste avant, dont on module un peu les prédictions sensorielles, donc la façon dont les informations vont être traitées après par le cerveau. Après, il y a d'autres effets qui sont plus pharmacologiques. On sait typiquement avec la kétamine, l'effet dissociatif, il diminue au fur et à mesure du temps. On ne connaît pas encore spécifiquement pourquoi, mais il est probable que les effets de modulation glutamatergique soient, notamment via les neurones NMDA dont on a parlé, soient un peu moins forts au fur et à mesure des perfusions. Ce qui fait qu'on est parfois aussi obligé d'augmenter un peu les doses. Typiquement, nous, dans les protocoles qu'on utilise, on commence à 0,5 mg/kg. On augmente quand on a un peu moins d'effets psychodysleptiques à 0,75 mg/kg. On peut aller jusqu'à 1 mg/kg quand vraiment il n'y a plus d'effets psychodysleptiques et pas d'effets cliniques ressentis après l'administration. Après, pour la psilocybine, peut-être que Lucie, tu peux compléter comme toi, tu connais très bien. Oui, alors compléter, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit sur l'effet des attentes. Et il y a d'ailleurs même des études anthropologiques qui montrent la place aussi du référentiel culturel, donc à une échelle bien plus large que juste celle de la préparation sur ces ressentis qui vont avoir lieu sous l'emprise des substances. Moi, je vais peut-être parler davantage de l'aspect vraiment neurobiologique. En fait, ce qui existe aussi, c'est simplement une variabilité du nombre de récepteurs qu'on a dans le cerveau entre les personnes. Et d'ailleurs, selon aussi vraisemblablement la condition clinique dans laquelle on se trouve, on n'a pas forcément la même expression de ces récepteurs. Et donc, bien évidemment, si on n'a pas le même nombre de récepteurs, on ne va pas forcément ressentir les mêmes choses. Et d'ailleurs, il y a des études extrêmement intéressantes et extrêmement pointues qui ont été publiées et qui montrent qu'on peut, avec la carte des récepteurs à la sérotonine, par exemple, prédire et simuler les effets que va avoir le LSD, la psilocybine. Donc, en fait, on arrive à calculer, à anticiper les effets à partir des cartes d'expression des récepteurs. Donc, ça aussi, c'est un paramètre qui est tout à fait important. Et qui pourrait d'ailleurs être différent entre les patients et les sujets sains, ce qui rend parfois difficile, d'ailleurs, la translation des études qui ont été réalisées chez les sujets sains
sur des populations cliniques. Très bien, merci beaucoup pour ces réponses. Alors, j'oriente maintenant une question vers Bruno. Alors, en fait, c'est deux questions, les séparées, mais en fait, elles se rejoignent quand même assez. Donc, c'est pour évoquer le fait que ce sont des substances comme ça qu'on peut évoquer par un a priori comme des drogues, en ce sens que c'est des substances qui, à un moment donné, ont fait l'objet d'interdiction. Et la question, c'est l'État a-t-il assoupli la loi, finalement, dans le but, justement, de promouvoir un contexte thérapeutique pour l'usage de ces substances? Et puis, une question qui est connectée à celle-là, c'est où en sont les autorisations en France concernant les études cliniques, et l'ANSM a-t-elle autorisé le lancement d'essais cliniques en France? Oui, merci beaucoup pour cette question. Non, pour le moment, il n'y a pas eu d'assouplissement de la loi autour de l'utilisation des psychédéliques. Ça reste toujours des substances qui sont classées stupéfiantes. Et donc voilà. Après, par rapport aux autorisations des études, il y a des choses qui sont quand même plutôt positives. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier financement qui a d'ailleurs été obtenu par Luc Mallet pour une première étude du LSD dans les troubles liés à l'usage de l'alcool. Il y en a d'autres qui ont été obtenus plutôt dans le sud de la France, je ne sais plus si c'est Nîmes mais ailleurs. Et donc, il y a quand même une émergence de beaucoup de projets qui commencent à être financés. Et donc, on peut quand même imaginer que dans l'avenir proche, il y aura quand même des autorisations. Et il y a des premiers contacts avec l'ANSM qui ont été pris, des premiers dossiers qui sont en cours. Après, on n'a pas encore les résultats définitifs de l'ANSM, mais on peut quand même imaginer et espérer que ça va enfin pouvoir déboucher en France. Merci Bruno. Luc, tu veux orienter vers une autre question? Alors, je pense qu'on avait une question, je ne pense pas qu'on l'ait posée encore, sur les phénomènes de décorporation par kétamine. Oui, je l'ai si tu veux. C'est ça, oui. Par quel procédé cérébral la conscience s'échappe du corps? Donc, c'est voilà. Peut-être une question pour Lucie. Oui, ou Hugo, enfin comme peu importe. Oui, alors c'est une bonne question. Hein. C'est toujours assez difficile de se représenter ce qui peut se passer et ce à quoi peut correspondre une perte de conscience, surtout quand elle est partielle. Alors, je vais m'appuyer sur peut-être un modèle qui m'est cher, qui est un modèle de la conscience qui a été développé par un de mes anciens chefs qui s'appelle Stanislas Dehaene, mais selon lequel la prise de conscience repose sur le partage d'informations entre différentes aires cérébrales. Et ce qui fait l'expérience consciente, c'est qu'une information peut être maintenue et partagée entre différentes régions du cerveau, qui vont avoir des fonctions différentes et qui donc vont pouvoir donner une texture, une manipulation, une conception différente de cette information. Ce qu'on observe sous kétamine, c'est que il y a des phénomènes, il y a des changements de connectivité cérébrale, alors effectivement qui sont plutôt de l'ordre de l'hyperconnectivité, donc d'un renforcement de la connectivité, mais qui va être aussi moins sélectif, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une connectivité qui va mettre en résonance des aires qui sont à un moment donné, qui doivent partager une information parce qu'elles ont la même approche, entre guillemets, de cette information, ça va être un peu général. Et en fait, quand il y a des phénomènes d'hyperconnectivité cérébrale, le problème, c'est que cette hyperconnectivité empêche des nouvelles informations de rentrer dans d'être partagées à travers les réseaux. Parce que ces réseaux sont déjà occupés par l'information précédente et qu'on peut traiter qu'une information à la fois. Donc, paradoxalement, quand on connecte trop le cerveau, quand on ne connecte pas assez aussi d'ailleurs, mais en fait, on a des effets de blocage, d'embouteillage. Et donc, sur le plan subjectif, on reste bloqué sur une information et au bout d'un moment, en fait, on perçoit plus d'informations, donc on n'est plus réceptif. Ça se traduit d'un point de vue subjectif par la sensation de distance à la réalité, donc tout paraît un peu plus lointain, tout paraît flou, tout paraît ralenti, le flux d'informations aussi va être moins rapide. Mais ça peut-être qu'Hugo pourra davantage développer je dirais la singularité et la description phénoménologique précise, puisque c'est plutôt son domaine. Mais en tout cas, sur le plan cérébral, c'est, dans le cas de la kétamine, plutôt l'hyperconnectivité qui entraîne cette perte de conscience ou cette partielle de conscience. Ok. Hugo, tu vois quelque chose à ajouter peut-être? Oui, ce qui est intéressant, c'est aussi cette intégration. Donc, on parle un peu de décorporation, d'autoscopie. En fait, il y a quand même un chevauchement, on le sait maintenant, entre la perception corporelle et la sensation d'unité du self, la sensation de conscience corporelle et le côté un peu d'intégration à la fois du monde comme étant un sujet et en même temps d'intégration correcte un peu des informations qui nous viennent de l'extérieur.
pour bien comprendre comment se passe, comment est le monde, comment sont les choses autour de nous, il faut aussi avoir une sensation d'unification interne, c'est-à-dire comprendre avant tout comment à l'intérieur de notre corps ça fonctionne. Est-ce que le cerveau peut prédire bien ce qui se passe à l'intérieur de notre corps? On sait que dans les trucs de dissociation chronique, notamment chez les patients qui ont des troubles borderline, hein, il y a un peu une perturbation justement de ce schéma corporel, une perturbation de ce lien entre les prédictions que le cerveau fait de l'intérieur du corps et ce qu'il va percevoir de l'extérieur. Et probablement que sous kétamine et sous psilocybine, on a une modification de ces prédictions interoceptives, de la capacité du cerveau justement à prédire ce qui va se passer à l'intérieur du corps. On sait, alors il y a des études qui ont été faites sous kétamine qui sont intéressantes hein, par rapport au battement cardiaque, la perception des battements cardiaques, ou la perception viscérale. Ça, c'est des choses qui peuvent être aussi faites. Et puis, il y a aussi un lien avec la sensation de temporalité. Parfois, les sujets ont l'impression que la séance dure très, très, très longtemps, donc elle est très, 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 très courte. Ça, c'est probablement aussi basé sur des trucs interoceptifs et notamment les codages de l'interoception cardiaque. Donc, c'est des pistes qui sont intéressantes. Et dont on parlait, c'est l'ipséité corporelle. L'ipséité corporelle, c'est la sensation d'avoir vraiment une unité corporelle, quelque chose qui est assez unifié au niveau du self. Et ça, c'est perturbé par ces traitements et c'est probablement lié au côté ego-dysleptique et puis à l'autoscopie. Donc finalement, ça fait quand même un chevauchement, je trouve, assez intéressant entre l'ego-dyslepsie et la dépersonnalisation sous kétamine. Et voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Lucie, mais c'est deux voies qui sont peut-être un peu proches. Oui, c'est extrêmement intéressant, d'autant que ce que j'ai décrit pour la conscience et ce modèle est valable à la fois pour les informations extérieures et pour les informations intérieures, qui sont même, qui peuvent être produites également par l'imaginaire en fait, hein, aussi, puisque c'est un volet dont on a peut-être un peu moins parlé de façon directe, mais qui est également extrêmement sollicité par ces molécules-là. Merci pour vos réponses. Alors, une petite question qui peut être d'orientation, encore une fois, mixte entre vous. On avait peut-être un peu plus fléché Hugo, mais vous pouvez bien sûr rebondir. C'était une question sur une étude de 2017 où était proposé le fait que la sérotonine augmenterait la spécificité des prédictions, ce qui entraînerait l'augmentation des erreurs de prédiction. Et savoir si cette hypothèse était toujours d'actualité. Alors ça, c'est une question donc très computationnelle, alors qui est toujours un peu piégeante, pour vous répondre très clairement, parce qu'en fait, les modèles computationnels, notamment les modèles bayésiens, on peut les construire de différentes façons pour expliquer un même phénomène. Et typiquement, l'intégration des informations montantes et descendantes, c'est difficile de savoir, quand on a un phénomène observé, quand on a un phénomène comportemental, quand on a des données objectives, de savoir exactement si c'est l'information descendante ou montante qui a été modifiée. Alors, c'est plus facile quand on le fait, notamment avec des biomarqueurs de ces trucs computationnels. Donc, Lucie, on a parlé au début, hein, notamment les biomarqueurs EEG ou en imagerie fonctionnelle, de cette modification des informations montantes descendantes. Ça, on a quelque chose d'un peu plus précis. Mais encore une fois, on approche juste avec vraiment en essayant de deviner un peu comment ça peut fonctionner. Mais après, la modélisation computationnelle avec le côté mathématique algorithmique de cette intégration entre montant et descendant, on ne pourra jamais, pour l'instant, en tout cas avec les preuves qu'on a actuellement et les méthodologies qu'on a actuellement, vraiment savoir qu'est-ce qui est modifié en premier. Après, donc, à l'EEG, ce que Lucie a bien montré, c'est qu'il y a quand même plutôt des arguments pour que c'est une modification de ces prédictions descendantes, et notamment avec une modification des ondes qui sont associées à ces prédictions descendantes, qui sont un peu atténuées avec les traitements psychédéliques et la kétamine. Et dans la kétamine, on retrouve un effet un peu montant aussi, comme dont on a parlé de Lucie, hein, avec notamment des effets glutamatergiques qui vont à la fois agir dans la kétamine sur le nombre de récepteurs AMPA qui vont être présents, mais aussi sur l'activité de ces récepteurs AMPA, parce que le glutamate va activer les AMPA, donc modifier un peu la signalisation montante et la signalisation un peu excitatrice du cerveau. Voilà, je ne sais pas, Lucie, si tu veux compléter sur ça. Oui, alors en tout cas, ce qui est indiscutable dans le contenu de la question qui nous est posée, c'est que si on augmente la précision des prédictions et qu'on tape à côté, on va avoir une erreur de prédiction qui va être plus grande, hein, quand on suit vraiment les modèles computationnels. Ce que j'aurais ajouté, c'est que je crois qu'on est encore à une phase où on est beaucoup dans le théorique et on spécule beaucoup parce qu'il est très difficile de monter des études cliniques et fondamentales sur ces molécules, puisque ce sont des molécules qui sont quand même utilisées que depuis peu, qui ont une réputation de dangerosité et que c'est quand même un vrai défi que de monter des études. Et les études dont on dispose actuellement, et je dirais que ça l'est d'autant plus pour les psychédéliques que la kétamine, qui maintenant est un peu plus démocratisée du fait de son AMM dans la dépression, mais plutôt en lien avec cet AMM. En tout cas, ce dont on manque, je crois, cruellement, c'est aussi des études qui vont, par leur design,
par les tâches qui vont être demandées au sujet, permettre de faire la part des choses. Et ça, actuellement, en fait, on n'a pas ces données. Donc répondre sur des concepts alors qu'on n'a pas les données empiriques, même comportementales, sur qu'est-ce qui se passe quand on module les attentes. Hugo a présenté des données sur la kétamine, on en a un peu plus pour la kétamine, mais pour la psilocybine, on n'a tout simplement pas de données, en fait. Donc c'est très difficile aujourd'hui de faire des paris et de répondre de façon éclairée et documentée à ces questions. Ok. Peut-être une dernière question, en tout cas encore une question, peut-être pour Bruno. Ces substances ont-elles un intérêt dans le PTSD ou sont-elles au contraire considérées comme plutôt néfastes dans ces contextes cliniques? Alors, dans le PTSD, la molécule qui est le plus investiguée, c'est quand même la MDMA, hein. C'est quand même vraiment ça qui a montré une vraie efficacité avec vraiment une solidité au niveau de la littérature qui est assez impressionnante et des effets qui sont remarquables. Il y a quelques études de la kétamine dans le PTSD qui sont aussi positives, qui montrent une efficacité. Mais je pense que si on devait retenir une molécule aujourd'hui pour se dire dans les perspectives à venir pour le PTSD, c'est quand même la MDMA qui marche très, très, très bien. Okay. Si je peux ajouter quelque chose, effectivement, en fait, pour la kétamine, il y a eu des études assez contradictoires. Il y a la question aussi de l'indication, puisqu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas autorisé à donner de la kétamine dans le cadre de la pratique clinique juste sur l'indication PTSD. Donc, en fait, quand on l'utilise et les études qui peuvent être amenées pour l'instant, les études cliniques qui peuvent découler de notre expérience, j'allais dire, vont porter sur des patients qui ont à la fois des tableaux dépressifs et des tableaux de PTSD. Un point intéressant sur lequel on travaille, c'est qu'il y a effectivement des patients qui ont des reviviscences assez importantes sous kétamine de leur trauma et selon les équipes, alors parfois c'est considéré comme un critère d'exclusion pour un effet secondaire et il faut arrêter de donner de la kétamine, mais d'autres équipes ont un peu persévéré et ont fait de la psychothérapie assistée par la kétamine comme l'a décrite Hugo. Et ont obtenu des résultats, alors sur vraiment des petites cohortes, mais des résultats très encourageants d'amendement et d'amélioration de la symptomatologie post-traumatique à la suite de ces séances accompagnées, avec vraiment aussi une part de la psychothérapie qui est assez centrale, accompagnée avec de la kétamine. Voilà. Ok. Peut-être est venu le moment de conclure. Si Hervé, si ça te va. Donc, oui, très bien. Donc, merci vraiment beaucoup à nos trois orateurs, à Lucie, Bruno et Hugo. Et puis, une très brève conclusion, mais je crois qu'on a bien vu comment, après l'interruption des années 70 de la recherche médicale chez les psychédéliques, il y a un renouveau et vraiment beaucoup d'intérêt sur l'utilisation thérapeutique potentielle des psychédéliques, avec en plus une particularité dans le repositionnement de ces molécules pour envisager le recours des psychédéliques comme outil pharmacologique en lui-même, mais aussi comme élément, peut-être surtout comme élément adjuvant, potentialisateur d'approche psychothérapeutiques. Donc là, je pense que les différentes questions, les discussions ont bien montré qu'il y a un certain nombre d'équipes en France qui ont manifesté leur intérêt pour développer des recherches. Et c'est vrai que Bruno l'a évoqué, il y a eu des demandes de financement qui ont abouti, aussi dans le domaine des troubles anxieux, dépressifs, l'addictologie, soins palliatifs en cancérologie aussi, avec des personnes en psychiatrie de liaison qui sont intéressées. Et puis on voit qu'il y a beaucoup de communication dans le grand public, mais aussi dans les congrès, les JNNP prochaines, le congrès français de psychiatrie, l'encéphale, Albatros. Et donc, alors que finalement le terme psychédélique prend une place vraiment très grandissante dans l'espace public, et je veux rebondir une question qu'on n'a pas eu le temps on n'a pas pu répondre, mais il y a eu une question sur le fait que pourquoi on utilise des psychédéliques pour désigner les substances et psychodysleptiques pour désigner les effets. Et je pense que c'est une chose intéressante. D'ailleurs, il y aura un débat au congrès français de psychiatrie à Lille sur ce sujet. Et cet enjeu sur la dénomination, il est assez intéressant, ce qui fait réfléchir évidemment sur la place de ces substances et la place de ces pratiques. Donc un des enjeux de la médecine psychédélique, c'est vraiment justement de délimiter disons, un champ classificatoire des substances et de réfléchir à cette question. Il y a un tas de questions scientifiques, médicales, sociétales qui ont été un peu abordées aujourd'hui, et donc
il apparaissait assez nécessaire d'offrir un cadre institutionnel propice à développer les interactions entre les équipes et un espace d'échange. Et donc, je suis vraiment très heureux de pouvoir vous annoncer à la fin de ce webinaire qu'en accord avec le président de l'Association française de psychiatrie, de psychopharmacologie, de neuropsychopharmacologie, Philippe Fossati, la création d'une section de médecine psychédélique, une section qui sera autonome mais très étroitement associée à la section psychopharmacologie qui est animée de façon splendide par Hervé et Antoine. Et donc, cette section que j'aurai l'honneur de coordonner avec d'autres personnes qui seront annoncées prochainement sera donc une section très associée à la section de neuropsychopharmacologie. Et je passe la parole à Hervé pour donner des nouvelles sur le prochain webinaire. Merci beaucoup, Luc. Merci encore une fois à tous les trois également pour nos intervenants, pour la qualité de vos présentations. Merci, Luc, d'avoir accompagné donc, notre section neuropsychopharmaco sur cette présentation des psychédéliques. Mais on l'a compris et c'est très intéressant pour la suite. On aura bientôt des webinaires dédiés par une nouvelle section qui pourra se prévaloir directement de ce centre d'intérêt donc pour les psychédéliques. Alors là, j'en profite juste pour vous dire qu'il y a bien sûr des questions qu'on n'a pas prises. On a vu qu'à la fin, il y avait des questions qui témoignaient véritablement de l'intérêt très diffus autour de la question des psychédéliques, puisque ça s'orientait pour savoir si les intervenants eux-mêmes étaient sous psychédéliques ou avaient déjà consommé des psychédéliques. Donc ça, je vous invite vraiment lors des congrès à aller vers eux pour leur poser la question directement, parce qu'évidemment, c'est un petit peu compliqué de laisser ce genre de traces sur notre webinaire qui, bien sûr, peut être consulté partout. Donc ça, c'est à la discrétion de chacun. Mais pour que vous le sachiez, donc, il y a une prochaine session à venir de webinaire. Vous savez que la FPBN propose très régulièrement ces sessions, donc n'hésitez pas à venir les écouter. La prochaine, c'est la section psychosomatique, qui va proposer quelque chose autour des troubles du comportement alimentaire avec un titre TCA, il n'y a pas que l'anorexie. Et donc, vous pouvez le noter dans vos agendas, même si, bien sûr, si vous êtes, de toute façon, si vous avez déjà assisté à un webinaire, vous recevez l'information par mail. Ça sera le jeudi 7 juillet donc, de cette année à l'horaire, on peut dire, habituel, c'est-à-dire le 12h30. 13h30. Donc voilà, on aura un grand plaisir à les suivre. C'est avec Jean-Christophe Chauvet-Gelinier et avec Cédric Lemoyne. Donc, encore un très grand merci à tous pour nos intervenants, Luc Mallet pour la modération. On vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, vous le savez, si vous avez loupé une partie justement de cette présentation, ça reste disponible. C'est en visio, en accès libre sur le site de la FPBN. Un très grand merci à tous. Et puis, à très bientôt avec notre section et avec toutes les autres de la FPBN. À bientôt. Au revoir. Au revoir.